Bonsoir. Bonsoir Pierrot, je suis content de vous entendre. On va même Merci. pouvoir me Merci. voir. Ah voilà. Bonsoir. Bonsoir, je suis content de vous voir et puis merci d'avoir répondu à mon appel. Mais c'est naturel, c'est normal. Ah, écoutez, c'est pas si normal que. Enfin, moi je trouve ça très bien. Non, non, mais attendez, vous avez été super rapide. Alors qu'ici en France, parfois, j'essaie de contacter quelques médecins qui essaient de mettre les pieds dans le plat et autres, mais j'ai pas toujours des réponses rapides et parfois j'en ai pas. Mais c'est comme ça. Non, mais en plus, ça tombait bien parce que, comme quoi, des fois, les Oui, hasards font bien les choses. Parce qu'effectivement, je me posais la question dans ce livre que je suis en train d'écrire, je me posais la question justement des allergies. oui. Et par hasard, ben voilà. Donc, et puis c'était encore plus intéressant de voir sur votre site toute cette approche de programmation neurolinguistique qui me parle beaucoup puisque j'en ai fait. J'étais jeune quand j'ai commencé dans les années 80, donc j'étais 15-16 ans, donc j'ai commencé vraiment à un âge très jeune. Et en plus, c'était le bon moment, Pierrot. Ouais, je pense, c'était à l'époque de. Moi j'ai connu ça par Tim Robbins, et puis, Oui, mais au tout début quand lui-même était tout jeune, et puis Catherine Cudicio, il y a d'accord. longtemps. Et puis j'ai jamais perfectionné pour être un expert, mais en revanche, ça m'a toujours beaucoup servi pour voilà, les ancrages, les remotivations, Oui, et puis ouais, aussi dans les négociations commerciales de tous les jours, ça aide. Et la drague. d'accord. Et moi, en fait, c'est quand je lisais votre livre, qui est en ce moment entre les mains de mon fils qui a 15 Ah, ans, ah. vous voyez, comme quoi vous faites des émules, et je le lisais il y a un moment déjà, et c'est vrai que quand vous avez évoqué le problème des allergies, bon, à l'époque, j'étais pas encore aussi avancé, Mhm. mais voilà, c'est pourquoi aujourd'hui c'est comme ça, comme vous disiez, hein, le hasard des choses, mais c'est aujourd'hui où je me suis dit, tiens, il faut que je vous écrive, parce que c'est quelque chose, je trouve, d'important. Je me dis finalement, au regard du contexte que vous décrivez pour le futur, et puis je me dis, il est accessible ce protocole, il n'est pas, enfin moi je le trouve pas compliqué, je l'ai appris, et donc il est transmissible, et c'est vrai qu'on n'en parle pas suffisamment, je pense en tout cas. Voilà. Ce qui est certain, c'est que entre le moment où j'ai écrit le livre, donc 2011, et Oui, maintenant, sur le chapitre médical, oui, j'ai enfin, j'ai évolué, enfin, j'ai surtout fait pas mal de recherches parce qu'évidemment, c'est un domaine qui est infini mhm, et aussi infini que le nombre d'humains qu'on essaye éventuellement de soigner dans le monde. Donc, et en me plongeant dans ce travail pour justement travailler sur la santé, d'ailleurs, j'ai mordu dans un projet beaucoup plus grand que je ne pensais. Je pensais que ça allait être plié en un an, mais en fait, j'en suis déjà à ma troisième année de travail. troisième année, ah Ouais, ouais, ok. ouais, Mhm. c'est gigantesque. Parce qu'évidemment, déjà définir la santé, c'est, Oui, oui, je suis d'accord. c'est pas Mhm, je évident. comprends. Ensuite, Mhm. essayer de trouver les cas de figure, trouver le juste milieu entre pas être trop général et ça sert à rien, mais pas être trop spécifique et ça devient rébarbatif. Oui. Trouver la vulgarisation nécessaire et puis justement, et c'est ce qui me concerne, c'est ce qui nous concerne ce soir, comment voilà, ne pas rater des choses qui sont importantes parce que sauf erreur, vous allez pouvoir me le dire, les allergies sont un problème qui explose. Ah oui, mais attendez, c'est exponentiel. Ça ressemble, vous savez, aux courbes que vous donniez dans Mm. certains, hein, c'est le chapitre de votre livre. C'est un truc de dingo, hein. C'est incroyable, incroyable. Qu'est-ce De qui plus en cause, plus. alors on va dire, dans un monde normal, avant, Oui. qu'est-ce qui cause l'allergie? C'est Bon, enfin, en tout cas, en ce qui concerne mon approche, et si vous voulez, moi, en fait, je vais rééquilibrer les réactions du cerveau pour expliquer que finalement, le pollen, c'est pas pire qu'autre chose. C'est ça mon approche, et je vous expliquerai, hein. Mais au-delà de ça, j'ai creusé un petit peu parce que avec mes clients, je vais pas dans le détail, je vais pas dans l'origine du problème, mais je me suis quand même posé la question, et donc j'ai lu, et voilà, et je me suis aperçu maintenant en questionnant les clients à chaque fois, à chaque rencontre, mais sans aller trop dans le détail, je m'aperçois qu'il y a toujours eu, en tout cas, allez, on va dire à 95% des clients que je rencontre, il y a toujours eu à l'origine un choc psychologique intense. Et finalement, l'allergène est un bouc émissaire. Je vais vous donner un exemple très précis.
Il y a une dame qui est venue me voir, en fait, elle me dit, je suis en réaction allergique au blé. Mhm. Et je dis, ok, tiens, bon, bah, ok, je vais vous accompagner. Je fais ça en 2 séances. Mais en même temps, j'ai creusé un peu. J'ai dit, mais attendez, le blé, d'accord. Et finalement, quand est-ce que ça a commencé? Les gens se souviennent très bien, en fait. Ils se disent, bah oui, tiens, bah, c'était il y a 3 ans. Et je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé il y a 3 ans? Ah bah, elle me dit, écoutez, au moment où ça a commencé, j'étais dans ma maison de campagne. Mon mari était avec moi et c'était pour la préparation du déjeuner. Et mon mari dit, bah tiens, je vais aller chercher le pain. Donc je prends la voiture, parce que c'est une maison un peu isolée. Je prends la voiture et je vais chercher le pain. Et puis elle continue à préparer le déjeuner. Et puis le temps passe et il revient pas. Et il y a un coup de fil. Et ce sont les pompiers qui l'appellent en disant, votre mari il a eu un accident grave de la route en fait. Et venez tout de suite à telle intersection, tel endroit. Et en fait, elle y va, et son mari, effectivement, avec le SAMU et tout ça. Et qu'est-ce qu'il y avait tout autour d'elle? Elle fait le lien. Elle dit, ah, c'était dans un champ de blé. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, il y a l'allergène, en fait, ça pourrait être n'importe quoi, mais à un moment donné, il se passe quelque chose de difficile à vivre pour la personne, et le cerveau, il va prendre un bouc émissaire qui est là. Alors, ça peut être le chat, ça peut être n'importe quoi, la poussière, ça peut être le cheval. Ça rejoint ce qu'écrit Amer dans les. Alors lui, c'est plutôt les cancers. Ah, il en parle comme ça? Il en parle comme ça? Vous connaissez Dr Amer? D'accord. Non, mais j'ai pas lu en fait, mais c'est intéressant. Mais lui c'est un Hollandais qui avait théorisé. Alors évidemment, il s'est fait un peu bannir forcément à l'époque, hein, parce que ça date des années 80. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, c'est beaucoup. Enfin, je pense que vous le remarquez en France aussi, les médecines dites alternatives, elles sont de plus en plus acceptées parce que les résultats sont empiriquement. La médecine chinoise est acceptée partout, etc. Même les assurances commencent à rembourser. Et lui, il disait, il théorisait que, pas tout, mais une partie des cancers était due à des chocs émotionnels où le corps réagit en essayant de se soigner ou de se protéger par une réaction qui peut amener à quelque chose de nocif, et donc des cellules qui partent en... voilà, donc oui, et c'est intéressant, je le note en même temps, oui, parce que ça c'est une approche très intéressante et qui me parle beaucoup au regard de ce que je fais, même si les problématiques sont très différentes. Mais voilà. Alors évidemment, j'avais interviewé 2 personnes intéressantes là-dedans. Une c'était alors comment elle s'appelle? Je l'ai ici, attendez, je regarde. Alors Nathalie Zamateo. Alors ça c'était l'impact des émotions. Et Bruce Ashlipton aux États-Unis. Bon, lui il est loin il est dans un trip mystique, hein, mais n'empêche qu'en étant vous voyez qui c'est? Non, mais quand vous dites un trip, après on peut en tirer quand même. Oui, c'est-à-dire que c'est un non, il fait de la biologie moléculaire. D'accord. Et il avait croisé ça avec la physique quantique pour essayer de comprendre comment est-ce que les émotions et les énergies générées par la pensée peuvent avoir un impact sur le corps. Et de là, il a fait un travail très très intéressant, très scientifique sur l'impact des émotions sur le corps. Et après, il est parti très très loin. Alors là, moi, je me suis arrêté à la partie scientifique. Le côté mystique, il est devenu hindouiste, il a fait des trucs. Enfin, là, je m'arrête parce que ça va trop loin, mais c'est bien, c'est intéressant. Je vous rejoins moi aussi. Hein, dans mon métier, on voit toutes sortes de choses. Moi, je m'arrête aussi. Voilà, comme vous dites, à un moment donné, hop, voilà, je reste à des choses sans rejeter leur pratique, mais je suis d'accord avec vous. À un moment donné, je me stoppe. Oui, parce que bon, et puis on peut pas tout faire, on peut pas être expert en tout. Non. Mais par rapport au public, enfin, je veux dire, voilà. Moi, les personnes que je rencontre qui viennent me voir qui ont tout essayé, hein, quasiment, souvent c'est comme ça. Hein. Entre les injections, les trucs sous la langue, les médicaments, les trucs, les je sais pas quoi, ils viennent vraiment par désespoir de cause, en fait. Et ça fait des années que ça se passe comme ça. Et moi, je leur tiens un discours très carré. C'est de dire, voilà ce qu'on va faire, voilà ces 2 séances, voilà tel exercice, et en même temps, voilà. Et puis au bout de 2 séances, bah, c'est réglé. Oui, c'est tout à fait... Mon superviseur, Pierrot, c'est un neuropédiatre. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai appris ce protocole, j'ai eu surtout la chance en fait d'être soigné avec. À l'époque, quand j'étais en cursus de PNL,
C'était en troisième année et est tombé comme un cheveu sur la soupe en fait un protocole santé. Alors que la plupart du temps, tout le reste, c'était surtout de l'accompagnement, soit destiné aux managers d'entreprise, soit à titre privé. Mais d'un seul coup, tiens, un protocole sur la santé qui s'appelle le traitement des intolérances. Et moi, à l'époque, j'étais en réaction allergique à la maison. J'étais quasiment au bord de l'asthme. Parce que deux chats venaient d'arriver pour faire plaisir aux enfants, mais c'était devenu invivable. Donc vous, c'est l'asthme, d'accord. Ah ouais, ouais, ouais. Ah oui, ben je dormais assis hein, et je sifflais, enfin c'était l'enfer. Et donc quand ce fameux enseignant de l'Institut français de PNL à Paris demande un volontaire pour justement dérouler le protocole, je dis ben moi tout de suite, hein, je laissais pas ma place à quelqu'un d'autre. Hein. Et donc voilà, papa me déroule le protocole et puis bah, ça dure 1 heure. Et le soir même et jusqu'à maintenant, c'était ça en 2010. Et ben bah, se sont passées maintenant 5 années et le soir même, je n'avais plus rien. C'est ça qui m'a. Je l'ai vécu de l'intérieur. Donc déjà, je peux en parler, voilà, même avec les clients, j'apporte quelques compléments en fait d'expérience. Et puis en même temps, ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que lui me pousse derrière comment dire, à développer cette activité, parce que lui, en fait, il connaît ça depuis 20 ans. Il a même fait progresser le protocole. Mais il y a 20 ans, il me dit on n'avait pas les moyens aujourd'hui, enfin les moyens de communication. Lui est médecin, donc il n'avait pas le droit de faire de la publicité. Donc il se disait ça va marcher, puis ça n'a jamais vraiment marché. Mhm. Et donc moi je suis revenu le voir en lui disant bah voilà, je l'ai vécu, en même temps il me plaît ce protocole. Tout le monde ne l'aime pas obligatoirement. Et donc il est devenu mon superviseur. Donc je pense à vous Pierrot parce que si un jour on devait aller plus loin, je pense que je peux l'associer aussi à nos échanges si vous le souhaitez, parce qu'il est médecin. Moi, je suis pas Oui, médecin. oui, Hein. alors, alors moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui fonctionne. C'est vraiment le truc. J'ai une approche scientifique dans ma formation et dans toutes mes démarches. C'est-à-dire que je suis quelqu'un de très cartésien, mais je suis pas fermé. C'est-à-dire tout ce qui marche, marche. Après, on essaie de comprendre pourquoi ça marche. Ça m'intéresse. Mais a priori, je ne veux pas dire quelque chose qui visiblement fonctionne ne peut pas fonctionner parce que en théorie ça marche pas. Ça, c'est une erreur que j'ai vue dans des entreprises, dans plein d'endroits. C'est une erreur à éviter. C'est pas possible, mais ça marche quand même. Exactement. Mais et d'ailleurs, c'est très français. C'est quelque chose que j'ai vu beaucoup en France. Alors que les Américains, ils s'en foutent. Ils veulent que ça marche et ça marche. Alors, vous savez quoi, pardonnez-moi, je vous coupe Pierrot, mais ouais. Je sais que vous étiez dans la finance à une époque, et moi j'étais à une moindre mesure, j'étais banquier à une époque. Ah ben alors, voilà. Ouais, je me souviens d'un show d'un mec qui était venu comme ça devant tous les managers et qui expliquait l'histoire du bourdon. En fait, le bourdon pour les Américains, la conformation, en fait, c'est pas possible, il peut pas voler en fait. Et donc les ingénieurs de la NASA et tout, ils l'ont étudié dans tous les sens et ils se sont dit c'est pas possible, ce truc-là, il peut pas voler. Après, les Japonais se sont mis à ça en étudiant le bourdon. Et ils ont dit aussi, au bout de plusieurs mois d'études, c'est pas possible, il peut pas voler. Et finalement, le bourdon, il vole quand même. Et comme disait le fameux, j'ai trouvé sympa ce mec-là, il disait, il vole parce qu'il sait pas qu'il peut pas voler. Et ça m'a marqué. Ça m'a marqué. Mais en aéronautique, on a le même phénomène avec les hélicoptères. En fait, on ne sait pas pourquoi ça vole. Mais ça vole. Mais ça vole. On comprend toujours pas le processus physique est très bizarre. Mais bon. Juste pour préciser, parce que vous avez dit un truc. Quelle est la définition de ces maladies? C'est des maladies, donc des allergies, c'est des maladies allergo. C'est quoi le terme qu'on utilise? J'en sais rien, j'allais dire allergologique, mais franchement, j'en sais rien. Donc il y a des maladies. Et c'est quoi les maladies allergènes? Alors il y a l'asthme, il y a quoi? L'eczéma, Oui, les réactions, oui, vous avez des réactions effectivement de contact, hein, comme l'eczéma. Vous avez l'asthme, bien évidemment, l'asthme allergique, parce qu'il y en a plusieurs. Hein, je travaille avec un ostéo qui s'occupe avec moi de l'asthme allergique. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Sinon, après, vous avez toute la carrière des réactions classiques. Inflammation. Oui, inflammation, les yeux qui grattent, le nez qui coule, la gorge qui... Alors, le seul truc où j'interviens pas, Pierrot, c'est pour les gens qui gonflent au niveau des voies respiratoires, avec le fameux œdème à la clé. Et ça, c'est trop dangereux. C'est-à-dire c'est surtout urgent. Pardon? C'est surtout urgent. Oui, mais en même temps, vous savez, quelqu'un qui me dirait, voilà, il y a 6 mois, j'ai fait une réaction au pollen et je me suis mis à gonfler, je suis allé aux urgences parce que justement, je pouvais plus respirer. Et là, ça n'a rien à voir avec l'asthme. Hein. Là, c'est l'œdème de Quick, hein, c'est tout de suite, et là, on peut en mourir. Tout à fait. Et donc, le superviseur me disait, surtout ne fais pas ça parce que, il me dit, même moi à l'hôpital,
j'oserais pas faire ce protocole parce qu'on le déclenche. Au cours de l'accompagnement, parfois, les personnes ressentent, hein, on ne fait qu'imaginer, mais ils ressentent tous les symptômes. Hein. Et là voilà, on s'interdit ça. Voilà. Mais voilà ce que je voulais vous dire. Qu'est-ce qui vous a amené à la PNL? Ah, bon, alors je vous le fais bref. Hein. Ouais. J'étais banquier. À un moment donné, en fait, on me confiait la responsabilité d'un groupe d'agences bancaires. C'était la première fois. Moi, j'étais directeur d'agence avant ou de petits groupes, mais là, c'était un groupe plus important. Et j'ai mon patron qui me dit, tu veux pas être coaché? Ah, ben, je dis oui, pourquoi pas. Donc, en fait, j'ai été coaché pendant 1 an. Alors là, c'était en termes professionnels, mais j'ai adoré cette approche. Hein. J'ai vu les résultats aussi. Donc, ce coach m'a donné l'envie d'apprendre le coaching. Donc, j'ai commencé, j'étais toujours banquier, j'ai commencé en fait un cursus pour être certifié coach. Et en même temps, j'ai appris la PNL, l'analyse transactionnelle, la systémique Palo Alto, etc. Bon, voilà. Et finalement, de fil en aiguille, j'ai quitté la banque. J'ai lancé ma boîte de coaching avec un associé et on a fait de l'accompagnement en entreprise. Et puis à un moment donné, on s'est pas tellement entendu sur la stratégie et on s'est séparés. Et j'ai eu un moment de flottement où je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue la boîte? J'avais encore le nom, l'enseigne, etc. Ou est-ce que je fais autre chose? Et c'est là, on ne sait pas pourquoi, mais vu à l'idée cette capacité que j'avais développée sur ce protocole-là. Parce que en PNL, j'avais appris ce protocole. On m'avait soigné avec, et en même temps, les gens qui m'avaient connu en PNL, là, sur ce cursus, m'appelaient de temps en temps en disant, tiens, j'ai un ami qui a ça, tu veux pas le faire parce que moi, je suis pas à l'aise avec ça. Je dis, oui, si tu veux, je le fais comme ça. Et là, ce jour-là, je me suis dit, mais attends, c'est pas possible. Je sais le faire, je l'ai vécu, et pourquoi je ne ferais pas ça à 100% du temps? Et ça a été le défi. Donc, fin 2013, je me suis dit, bah allez, je démarre. Et attention, Pierrot, je ne dis pas que ça a été simple. Hein. Au début, il n'y a pas de client, il n'y a rien. Hein. Et puis, il faut en parler. Et puis, alors, il y en a un peut-être qui en parle à un autre, ou il y a quelqu'un qui dit, tiens, bah, là, des fois, j'ai eu le cas. Hein, j'ai des clients qui me disent, ça fait 1 mois, ou 1 an que j'ai votre carte, mais bon, je ne savais pas. Et là, ça y est, ça commence, ça vient, il y a de plus en plus. Mais voilà comment ça a démarré. Et j'ai laissé tomber le coaching d'entreprise. Et je ne fais que ça parce que ça, ce protocole, pour moi, c'est du bonheur. C'est extraordinaire. C'est certain, ouais. Plus les résultats sont immédiats. Donc, imaginez, Pierrot, là, j'avais encore des témoignages aujourd'hui de clients. Bon, enfin, moi, ça me porte parce que même si je le cache, hein, je ne vais pas dire, mais je suis toujours autant fasciné. À chaque fois, c'est extraordinaire. Écoutez, j'ai rencontré le dernier témoignage, c'était cet après-midi. C'est un monsieur qui a une 50aine d'années. Il est en réaction allergique depuis qu'il est môme. Une dizaine d'années, c'était déjà une catastrophe pour lui. Il a raté sa carrière militaire à cause de ça. C'est-à-dire qu'il était major de promotion, je sais pas quoi, nanana, et il a été recalé pour réaction allergique. Donc toute sa vie a été menée en fait en tout cas pénalisée par ces réactions. Et là, je le rencontre à 50 ans. On a fait, c'était il y a 10 jours, on a fait les réactions allergiques au chat et les réactions allergiques au pollen, et c'est terminé. Et ce truc-là, il marche, quoi. Donc, Pierrot, ça marche. Voilà, je vais vous envoyer mon épouse qui est en train de faire un petit truc contre l'asthme, parce qu'elle ronfle. Ah oui. Et ouais, donc je vais vous l'envoyer. Avec plaisir. Non, mais moi, vous savez, j'envoie de temps en temps par mail à tous mes contacts. Et le dernier que j'ai envoyé, c'était le témoignage de Camille qui a 25 ans. Asthme allergique à son cheval. Mais attendez, hein. Ah, je l'ai lu sur votre site, celui-là, je crois. Ouais, mais ça, il est extraordinaire. Pour moi, c'est peut-être il est très long, il est trop long pour faire de la communication. Mais n'empêche que sa vie, c'était le cheval. Et on lui disait, non, arrêtez, c'est terminé, vous jouez avec votre vie. Elle est venue par désespoir de cause. Et finalement, 2 séances, et c'est terminé. Maintenant, j'ai des nouvelles, mais je veux pas m'impliquer dans son devenir. J'ai disparu dans l'ombre, mais j'entends de temps en temps, ça y est, elle monte, elle saute des obstacles et tout ça, et tout va très bien. Et ben voilà, ça fonctionne, Pierrot. Génial. Génial. Oui, et c'est là où... Alors, vous savez quoi? Je vais vous dire une chose. En même temps, moi, je travaille sur les écrits de Robert Dills des années 80. D'accord. Donc, c'est pour ça que quand vous parliez tout à l'heure des années 80, je pense qu'elles sont quand même exceptionnelles et vous avez vécu... Je regrette de ne pas avoir vécu ça comme vous. Maintenant, je travaille sur ces écrits parce que Robert Dills, par exemple, il est en France. Je le connais, moi, j'ai fait quelques séminaires avec lui, mais il ne parle plus du tout de santé. C'est complètement exclu de son langage, donc ce n'est que accompagnement d'entreprise, etc., etc. Bon, très bien. Donc moi, je bosse sur ces bouquins parce que j'essaie toujours d'aller dans le détail, dans la finesse du protocole, et puis en même temps, j'y ajoute ce que je vis avec les clients. Mais c'est vrai qu'il est une grosse source d'inspiration dans ses écrits des années 80. Quoi.
Livres devenus inaccessibles, très chers, mais je les ai et je les lis et je les relis et je perfectionne et je perfectionne, et en plus avec mon superviseur. Voilà, voilà comment ça marche. Mais Robert Dills aurait aussi, je pense, enfin, je ne sais pas s'il voudrait, mais il aurait son mot à dire là-dessus aussi. Vous voyez, Oui, c'est je n'ai pas tout à fait parlé, intéressant. je n'ai pas parlé parce que santé PNL en France, c'est un peu compliqué, même si les choses changent, et je suis d'accord avec vous, Pierrot, ça change énormément. Mais au-delà de ça, je pense qu'il s'était certainement mis un veto, et je sais que dans tout son cursus sur Paris, il n'y a aucune approche de la santé, Mhm, alors que ses concurrents à l'Institut français de PNL, avec Josiane de Saint-Paul, mhm. ils ont quand même mis un protocole santé dans leur cursus. Voilà, c'est comme ça que j'ai pu l'apprendre en tout cas. Ouais, c'est intéressant. Et donc, de la PNL à justement cette... Alors, est-ce que toutes les allergies, Oui, sans être en absolu, sont donc... C'est psychosomatique dans ce cas-là? bah oui, Ou est-ce qu'il y a vraiment des éléments physiques, allergiques, je pense biologiques? Je pense aussi, mais le problème, c'est, enfin, j'en sais rien. Pourquoi les clients qui viennent me voir sont persuadés que ça, c'est peut-être une origine mentale. Le problème, c'est que, mais ça reste entre nous, mais si on me demande combien d'échecs, j'en ai pas d'échecs. Et peut-être aussi parce que les gens qui viennent me voir estiment que cette piste est intéressante. J'en sais rien. C'est difficile pour moi. Ce que je sais, par contre, Pierrot, par rapport à Mhm, ça, il faudrait que qu'on en parle aussi avec mon superviseur. Parce que quand il m'a accompagné pour mes réactions au chat, euh, le lendemain ou le surlendemain ou une semaine après, j'ai discuté avec lui. Je lui ai dit, mais Daniel, il s'appelle Daniel. Je lui ai dit, Daniel, ça a marché avec moi parce que j'y crois. Et il m'a dit, détrompe-toi. Il m'a dit, détrompe-toi, ça fonctionne pas comme ça. En fait. donc Et je c'est lui ai dit, pas un effet lié au placebo, au nocebo. oui, c'est ce qu'on peut expliquer. Alors peut-être il prendrait d'autres mots, mais moi j'étais persuadé que c'était effectivement parce que j'y croyais. Et en fait, il me dit non parce que ma fille qui a une quinzaine d'années faisait une réaction allergique au pollen et elle me mettait des mouchoirs partout dans la maison. Et il a dit ça suffit, assieds-toi là. Non, papa, ton truc, je m'en fous, ça marche pas, c'est n'importe quoi. Il dit tu t'assois, hop, je déroule mon protocole et après c'était terminé. Même si elle était très réfractaire. C'est là où ça m'interpelle, Ah bah Pierrot. oui, C'est bah oui, parce que moi j'ai des gens qui viennent parfois et qui me disent bon, je viens de la part d'un tel, mais je suis très cartésien et votre truc là, j'y crois bon, pas. on va essayer, mais j'y crois pas. Ouais, ça fonctionne. C'est là où Ouais, c'est c'est ça. très interpellant. Mais attention, Pierrot, on travaille avec des visualisations et de l'ancrage. Ça veut dire Ouais. qu'en fait, enfin, en ce qui me concerne, mon point de vue, c'est de dire que les yeux, c'est quand même le meilleur véhicule en fait pour communiquer avec le cerveau. Et donc, je fais imaginer des choses très précises, en fait. Et je pense réellement qu'il y a quelque chose qui se passe qui est d'une puissance très importante, couplé en plus à un ancrage. Et là, je pense que même si effectivement on n'est pas on a en tout cas nos croyances sur la PNL sont pas obligatoirement très excessives, on va dire ça comme ça, et ben ça fonctionne quand même. Bon, c'est très Ça va, c'est rationnel, hein. C'est tout à fait c'est rationnel la PNL. Moi, tous les livres qu'on a sûrement lus en commun, il n'y a personne qui parle de choses surnaturelles ou de magie. C'est non, très. pas du tout, mais je trouve que c'est puissant. C'est vraiment des outils puissants. Hmm. Voilà. Alors, comment ça se passe en général? Les personnes, quand quelqu'un vient vous voir, comment ça se passe en général? En général, c'est je vous appelle, voilà, j'ai entendu parler de vous. Il paraît que vous pouvez effectivement me soigner de ceci, de cela. Donc je fais une première approche au téléphone. Je veux surtout vérifier qu'il n'y ait pas ce problème d'œdème. Mhm. À partir de ce moment-là, c'est parti. Hein. J'ai dit voilà, c'est 2 séances. Venez, je fais des exercices, je vous explique. Voilà, en quelques mots, j'explique la visualisation. Hein. Voilà. Et puis ensuite, c'est parti. C'est pas plus compliqué que ça, Pierrot. Hein. Le seul D'accord. truc, c'est qu'on m'appelle, c'est souvent de la part de quelqu'un. Voilà. Et, la technique que vous leur expliquez, c'est donc visualisation, ancrage, reprogrammation, j'imagine. Ouais, je dis exercice d'imagination, exercice de visualisation. Parce qu'en fait, quand je dis imagination, je pense à l'ancrage. À un moment donné, je leur fais revivre une situation confortable Tout à que fait. je vais ancrer. Donc, je tourne toujours autour de ces 3 trucs. Imagination, visualisation et ancrage. Voilà. Et après, pendant l'accompagnement, je leur explique tout avant de faire. Comme ça, il n'y a pas de surprise et ça se passe plutôt très bien. Voilà. Et ça, Ah, c'est c'est deux super fois 1 heure. intéressant. C'est super intéressant parce que j'en parle d'ailleurs dans ce chapitre sur la santé. Oui, Euh, ça, ça je vais avoir un chapitre où justement
quand on commence à travailler la raison pour laquelle on n'est pas en bonne santé, il y a des comportements, mais il y a aussi des comportements qui sont induits par des émotions qui peuvent être de s'auto-punir ou alors de se rabaisser, de ne pas se sentir suffisamment à la hauteur pour avoir une vie normale, parce que pour moi, être en bonne santé, c'est la normalité. Or, de nos jours, y compris pour les personnes âgées, or de nos jours, on est de plus en plus dans un monde où tout le monde est à peu près malade et en gros, on accepte comme normal le fait d'être un peu, voilà, allergique, asthmatique, et bientôt on va accepter normal le fait qu'il y a 50% des gosses qui sont autistes, etc. etc. Et, ce qui pose toutes sortes de problèmes aussi dans l'alimentation, etc. Mais enfin, je leur dis, enfin je vais écrire, je suis en train de travailler là-dessus, qu'effectivement la PNL et la capacité de reprogrammer ses comportements, ses habitudes par justement des phénomènes d'ancrage, c'est un moyen qui est à la portée de tout le monde. Ah, c'est ça, exactement, Pierrot. Exactement. Au moins aller dans ce sens. Après, ça se pratique, parfois ça marche pas du premier coup. Oui, d'accord. Ouais. Bon, moi, c'est vrai que je le fais tous les jours, enfin quasiment, donc c'est vrai qu'avec la pratique, mais c'est ce que je disais encore, là j'en parlais récemment, tout le monde peut l'apprendre. Pierrot, tout le monde peut l'apprendre. D'ailleurs, la preuve, c'est que, écoutez, moi je suis passé à l'Institut français de PNL, il y a des milliers de personnes qui sont passées là-bas, j'imagine, depuis des années. Ils ont tous appris ce protocole. Alors après, moi j'ai juste fait le choix de ne faire que ça. Mais la vérité, c'est qu'il y en a plein qui le connaissent. Non, mais c'est super intéressant. C'est super intéressant. Oui. Et donc, comment donc vous arrivez à faire ressentir à une personne des éléments positifs, mais comment ça se passe par rapport à, puisque c'est des réactions, j'allais dire épidermiques, mais ça peut être aussi pulmonaire, etc., enfin respiratoire, comment est-ce qu'on fait ressentir, comment est-ce qu'un élément positif, c'est quoi, c'est un moment où la personne se sentait bien par rapport à, par exemple, sa respiration. Pierrot, attendez, je vous explique de A à Z, comme ça sera plus simple. En fait, en fait, ce que je leur explique d'abord, c'est qu'on n'est pas allergique, mais on est en réaction allergique. C'est pas un statut, c'est pas une maladie. Voilà, déjà pour commencer. Ouais. En même temps, je leur explique, je leur donne un cadre, c'est-à-dire que je leur explique que le cerveau, on ne sait pas pour quelle raison, mais il a une phobie. Par exemple, si on vient me voir pour le pollen, je dis, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme quelqu'un qui a peur des araignées. Il ne sait pas pourquoi, il est prêt à monter sur la table parce qu'il voit une toute petite araignée. Votre cerveau, c'est pareil. Moi, c'est les serpents. Moi, j'ai une phobie très forte des serpents qui piquent, qui mordent. Je les aime pas trop non plus. Voilà. Mais, moi, j'en vois un, je suis accroché à la lampe. Hein. Bon, je comprends. Ouais. Et donc, j'explique ça et je dis, votre cerveau, il a une réaction qu'on va appeler phobique, en fait. On ne sait pas pourquoi, mais il considère que le pollen est dangereux pour vous. Et en fait, il va tout faire pour le rejeter. Donc, les yeux qui pleurent, hein, c'est je rejette, j'éternue, je tousse, c'est ça. Alors, je leur explique une chose. Je dis, voilà, ce qu'on va faire, c'est expliquer à votre cerveau, j'y vais avec des mots très simples, Pierrot, hein. Je dis, on va expliquer à votre cerveau que le pollen, c'est pas pire qu'autre chose. Et ce autre chose, c'est ce que j'appelle le contre-exemple. Alors, je vous le fais très rapide, hein, parce que je pose un certain nombre de questions des questions bien précises, qui va permettre aussi de recadrer les choses. Mais au-delà de ça, ce que j'appelle cette fameuse chose qui ressemble au pollen et avec lequel ou laquelle vous n'avez pas de réaction, c'est ce que j'appelle le contre-exemple. Et alors, je dis, voilà, vous m'avez décrit le pollen, le truc, le je sais pas quoi. Qu'est-ce qui vous fait le plus penser au pollen dans votre environnement, mais avec lequel ou laquelle vous n'avez pas de réaction? Et alors là, c'est amusant parce qu'ils trouvent tous quelque chose. La farine. Alors, là, on est dans le domaine de l'imaginaire, Pierrot. Hein. Oui. C'est-à-dire que vous travaillez avec des enfants, par exemple, qui ont 7 ans, comme des gens qui ont 95 ans. Donc, je laisse faire et l'idée, c'est que si on me dit, je fais pas, je donne des exemples, hein, je vous donne des exemples, tiens, je fais pas mal la cuisine et finalement, je fais de la cuisine indienne ou de curry et finalement, le curry, ça ressemble vachement au pollen, en fait. C'est de la poudre, c'est volatile, voilà, ça c'est génial. Commence à trouver le contre-exemple. Et un contre-exemple qui, en plus, qui est, confortable, qui est agréable pour eux. C'est sûr que si on me dit le contre-exemple de la souris, c'est un éléphant, le cerveau ne va pas accepter ça. Il faut vraiment qu'il y ait quand même des liens très forts. Le dernier que j'ai fait sur le pollen, c'était samedi, c'était la poussière à la maison. C'est pareil. C'est des fines particules, c'est volatile, je ne les vois pas, mais quand c'est aggloméré, je les vois. Ça y est, j'ai trouvé le contre-exemple. Alors à partir de ce moment-là, qu'est-ce que je fais, Pierrot?
Je vais faire vivre un moment à la personne, je vais dire fermer les yeux, je fais une petite relaxation, et je vais faire vivre un moment où la personne se trouve en contact avec ce contre-exemple. Alors, soit la poussière, soit le curry pour la cuisine. Et je lui dis, voilà, allez-y, vous êtes dans votre cuisine, vous êtes bien, vous aimez ça, voilà, qu'est-ce que vous ressentez, vous respirez bien, vos yeux sont normaux, votre nez est normal, donc c'est une situation de confort extraordinaire au contact du curry. Et là, je vais ancrer. Je les préviens d'abord et je vais poser ma main sur l'épaule ou sur le genou. Ok. J'ancre ces bons états internes en contact de ce contre-exemple. Et à partir de ce moment-là, j'ai pu relâcher ma main et je vais faire 2 visualisations. La première, c'est vous vous voyez là-bas sur un écran. Vous vous voyez dans un endroit que vous aimez bien, où tout va bien. Et puis après, vous vous voyez aller vers un endroit où il y a beaucoup de pollen. Et là, qu'est-ce que vous voyez là-bas? C'est extraordinaire, Pierrot, parce que la personne, elle est en train de se regarder là-bas. Je dis, mais dites-moi comment elle se sent, la personne là-bas. Qu'est-ce que vous voyez de son visage et qu'est-ce qui vous dit qu'elle est bien? Ah ouais, elle est souriante et tout ça. Elle est avec le pollen? Ouais, ouais, ça y est, c'est gagné. Je le sais. Par contre, des fois, ça arrive parfois, Pierrot, où, oh là là, elle commence à se moucher et tout. Hop, refaites-la revenir tout doucement à l'endroit où elle était tout à l'heure. D'accord? Et on y retournera tout doucement. C'est à partir de ce moment-là où je sais si le cerveau il est capable de changer ou pas changer. Donc, ok, tout se passe bien là-bas, ok, ouais, c'est super. En plus, vous savez que là-bas, elle sait qu'on a déjà travaillé ensemble. Oui. Donc, tout se passe bien, vous voyez, elle est à l'aise. Ok, on arrête le film. Voilà. Et ensuite, deuxième film. Vous vous revoyez là-bas sur l'écran vous êtes dans un endroit où il y a du pollen. Ouais, ok, d'accord. Et vous ici maintenant, ça va? Ouais, ça va. Alors, vous allez approcher tout doucement de l'écran dans votre tête. Et vous allez me faire signe au moment où vous êtes quasiment en train de toucher l'image. D'accord? Ok. Vous y êtes? Oui, je suis devant. Et bien maintenant, allez dans le film et vous vivez le moment. Vous êtes avec le pollen, dans l'endroit là où vous voyez le pollen autour de vous, etc. Tout va bien, oui, super, tout. Hop, on arrête, c'est terminé, fini. Et c'est pas plus que ça, Pierrot. Hein. Ah sauf que c'est terminé. C'est intéressant ça. Alors donc, bon, il y a des petits détails que je vous ai pas donnés, mais après, je vais faire des bons sur le futur. Je dis, voilà, je termine comme ça. Je dis, tiens, là, vous allez sortir, il y a du pollen. Oui, comment ça va se passer? Oh, bien et tout. D'accord, là, la semaine qui vient, vous allez où? Ah, je pars en vacances et tout, vous allez où? Ah oui, là-bas, ok, d'accord, il y a du pollen là-bas, oui. Imaginez comment ça s'est passé. Ah ouais, je pense que ça s'est bien passé, oui, ça s'est bien. Et je fais plusieurs ponts comme ça sur le futur. Je dis, tiens, dans un an, on se reparlera et tout. Et expliquez-moi comment s'est passé l'année, tiens. Ah super et tout. Si, pour moi, mon travail est terminé. Ah, c'est vraiment intéressant. Alors après, je demande toujours, je dis, alors voilà, ce que j'explique ensuite, parce que je l'ai vécu, je dis au client, attention, alors ça, on ne l'a pas dans les protocoles à l'Institut français. Je dis, voilà, il y a 2 sortes de cerveaux. Il y a un premier cerveau qui dit, ok, j'ai compris, et il ne remettra plus en cause ce qu'on vient de lui apprendre. En tout cas, il est OK pour changer, il l'a dit, et il n'y a pas de problème. Et puis, il y a une autre sorte de cerveau qui dit, OK, la théorie, j'ai compris, mais quand il se retrouve tout de suite en contact du pollen, dans la réalité, il peut paniquer. Et j'y attention, si vous ressentez quelque chose au moment où vous êtes exposé à l'allergène, et l'idée, c'est de s'exposer le plus rapidement possible, et à ce moment-là, vous repensez à votre ancrage. Vous vous souvenez quand vous faisiez la cuisine avec le curry? Et c'est comme ça, moi, que j'ai surmonté la réaction allergique au chat. Parce que le soir où je suis rentré à la maison, 1 heure s'était passée et tout, j'avais mes médicaments dans les poches et tout ça, il se passait rien. Puis d'un seul coup, j'ai senti un peu un truc qui revenait. Et tout de suite, j'ai pensé à mon ancrage. À mon ancrage, c'était le lapin d'appartement de mon fils. Et hop, j'y ai pensé, je le manipulais et ça s'est arrêté complètement et c'était fini. Et je le vois bien, c'est pour ça que je demande des retours de clients qui me racontent comment leur cerveau a réagi. Et certains me disent, terminé, c'est fini. Et puis d'autres disent, ah oui, à un moment donné, il a testé. Il a eu un petit moment et je l'ai rassuré. Les mômes, c'est extraordinaire, Pierrot. Les mômes disent, j'ai appris à communiquer avec mon cerveau. J'ai des mômes, ils ont 7 ans. Ils sont surmontés. J'ai des histoires extraordinaires. Elles ne sont pas sur mon site. Mais la petite fille, là, à côté, 7 ans, on la sépare de son chat, asthmatique. Son père, chirurgien dentiste, sa mère travaille dans les laboratoires pharmaceutiques. Et impossible, je veux dire, l'asthme vraiment au plus haut degré. On dit, écoute, ton chat, on va le donner au voisin. Alors, imaginez le drame, Pierrot, pour la gamine de 7 ans. Et les parents lui disent quand même, écoute, si un jour tu grandis et que ça change, on a passé quand même un contrat avec les voisins, on pourra le récupérer. Et puis moi, c'est un veto du coin qui connaît mon truc et qui dit, venez là, il y a peut-être quelque chose à faire. J'y suis allé, ça y est, il a retrouvé son chat.
Et tout va très bien. Et voilà. Et moi, je suis. Voilà, c'est fascinant. Oui, c'est vraiment intéressant le truc. Je revenais tout à l'heure à un point par rapport à l'approche biologique. Par exemple, il y a pas mal de gens qui sont allergiques à la pénicilline, mais ça c'est... est-ce que c'est une vraie allergie ou est-ce que c'est vraiment un truc physiologique? J'en sais rien. Le problème, c'est que j'ai jamais été confronté à ça. Ah d'accord. Alors, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'il faudrait que je trouve un contre-exemple à la pénicilline. Ouais. J'en sais rien. Parce que moi, on m'a toujours dit, par exemple, je prends ça parce que c'est un exemple, on m'a toujours dit que quand j'étais petit, j'ai eu des allergies à la pénicilline via, j'imagine, ils testent ça quand il y a des opérations chirurgicales. Et donc depuis, mais en même temps, j'ai pas souvenir d'avoir eu des réactions. Enfin, moi, je suis allergique à rien à part ça. Mais on m'a toujours dit allergique à la pénicilline. Hein, j'en sais rien. Mais je me suis dit, voilà, il y a peut-être des gens qui le sont vraiment physiquement très très fort. Possible. C'est possible. C'est possible. Je sais rien. Enfin, Je pense que je vais creuser ça. Mais c'est donc très intéressant. Et donc les gens arrivent à se reprogrammer oui. pour ne plus avoir cette réaction. Oui. Ça doit pas faire plaisir à l'industrie des sprays et de la cortisone et tout ça. Écoutez, je vais vous dire une chose. Le seul truc, Pierrot, c'est que ici, des milliers de PNListes ont appris le protocole. Par contre, j'en entends pas souvent parler. Et donc, sur Paris, j'ai l'impression d'être un peu dans un désert. C'est-à-dire que je fais ça tout seul. Bien sûr que l'Institut français est derrière, puisque Daniel, mon superviseur, en fait partie. Mais au-delà de ça, je suis le seul à faire que ça. Donc, je ne dois pas être très menaçant pour l'industrie, comme vous disiez, là, de toutes sortes de choses. Là. Le jour où, effectivement, d'autres apprendront et effectivement suivront le chemin pour se spécialiser, peut-être que là, ça pourra commencer à être problématique, je pense, pour eux en tout cas. Pour l'instant, c'est pas avec mes clients que je vais leur faire prendre des risques, quoi. Oui, je vois. Voilà. Mais par contre, Pierrot, il est sûr que je me dis, je ne sais pas comment amener les choses par rapport à ça, mais il est important, surtout au regard de ce que vous écriviez, il est important que les gens apprennent ça. Ah, c'est certain, parce que tout ce qui peut soigner ou limiter la souffrance ou limiter l'inconfort, on va dire que j'imagine qu'il y a tous les cas de figure dans l'allergie, il y a de l'inconfort à des gens qui souffrent vraiment de manière très forte. Tout ce qui peut amener l'automédication d'une certaine manière, ou même en Suisse, on est très, je sais pas en France, mais en Suisse, on est, en tout cas dans la région où j'habite ici, dans la Suisse francophone, il y a une très très forte tradition d'aller voir ce qu'ils appellent les rebouteux. Alors je sais pas si c'est un terme français. Alors, Pierrot, il y a eu il y a quelques années. Ça existe encore. Maintenant, si ça existe encore, Pierrot, ça existe encore. Le problème, c'est que j'ai eu un problème, moi, à un moment donné, c'est qu'on m'assimilait en fait à une sorte de guérisseur. D'accord. Je suis pas le rebouteux ni le guérisseur. Je suis ni un médecin, je suis ni un rebouteux, ni un guérisseur. Donc c'est compliqué. Je suis un peu entre les deux. En fait. Parce que ça marche bien, hein. Ici, ils gagnent bien leur vie. Ici, ils marchent bien aussi, ouais. C'est pas du tout quelque chose qui rebute les gens. C'est tout à fait, les médias en parlent comme si c'était quelque chose de tout à fait normal, avec des trucs qui sont quand même assez hallucinants. Quand le type par téléphone, moi c'est arrivé à un de mes enfants, par téléphone, il lui a fait enlever une verrue. Ouais, c'est incroyable. Moi, c'est des trucs... l'empiriquement, je l'ai vu. Ensuite, est-ce que c'est reproductible? Visiblement, c'est le cas. Et est-ce qu'il y a une base scientifique? Probablement. Mais ça défie, en guillemets, le bon sens. Mais en même temps, voilà, ça marche. Donc, c'est intéressant. Il y a probablement, effectivement, quelque chose de l'ordre du psychosomatique ou pourtant le gamin il a jamais parlé, lui il a jamais vu l'enfant, il a jamais entendu parler de ce type, et donc il y a des éléments comme ça assez étonnants. Par rapport aux rebouteux là, aux guérisseurs, je pense qu'en France moi je travaille sur Paris, donc la population urbaine est un peu différente dans son raisonnement par rapport à la population de nos provinces, et je pense qu'en province le rebouteux, le guérisseur
il fait partie du schéma classique de société, ouais. Ouais, ouais. Il Ouais, existe toujours. c'est bien possible. Il n'y a pas de raison que ça existe. Non, 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 il n'y a pas de raison. Il y a pas de raison. Mais c'est vrai qu'à Paris, bon, C'est un peu il y a, plus il y a- il y a de la plus en mentalité plus, est il y a de plus différente. en plus de marabouts. Oui, c'est vrai. Mais écoute, Pierrot, en fait, c'est vrai, à un moment donné, je me disais, mais au début de l'activité, je me disais, mais merde, ça marche pas. Autant que je copie le truc de marabout, et puis voilà, Mettre quoi. les trucs dans Du dans moment, la. j'ai jamais lâché. J'ai jamais lâché. Mais par désespoir, j'aurais pu le faire. Mais à part ça, j'ai travaillé pas mal en Afrique et les gens, ils croient très très fort hein, au maraboutage et tout ce genre de choses, y compris des blancs, des Européens qui travaillent depuis longtemps en Afrique. Moi, j'ai connu quelqu'un au Gabon, il y a longtemps, hein, mais qui me disait, un Français qui habitait là-bas depuis très longtemps, qui me disait quand même, voilà, moi, je ne mange que dans les restaurants où je connais personnellement le cuisinier. Et moi, je lui disais, pourquoi? Et il me dit, parce que comme ça, je suis sûr que je me fais pas marabouter. Ah la vache. Et ouais. Et bon, donc, moi, je pense qu'à partir du moment où on y croit, bah, euh, Pierrot, Pierrot, le livre sur lequel je travaille de Robert Dills, le titre, c'est Croyances et santé. mhm, C'est- Mais en même temps, quand je vous parlais tout à l'heure du protocole, il est évident que dans les toutes premières questions que je pose, il y a un recadrage important et qui percute les croyances aussi. Il faut pas le nier non plus en PNL. Hein. Vous connaissez ça, hein, la façon de poser des questions. oui, Je pose des questions très très précises. Je leur fais même imaginer leur vie future sans réaction allergique. oui, oui, Déjà, je pacte le cerveau, hein, soyons clairs. Voilà, les toutes premières questions de mon intervention permettent de recadrer et de retravailler aussi les croyances. Et oui, puis en oui. plus, vu que je l'ai vécu, je suis encore, je suis pas à 100%, je suis à 150% ou à 200% en fait moi. Pour moi, il n'est pas envisageable que ça ne marche pas avec un client. Et je m'aperçois que ça impacte énormément aussi la façon dont le client va appréhender les exercices. C'est énorme, c'est énorme. J'en suis persuadé, mais ça c'est très difficile à mesurer, très difficile. Ouais, j'imagine. Euh, J'ai été contacté, Pierrot. Oui, Aujourd'hui, j'ai été contacté par un monsieur qui vit à Moscou, qui est coach. mhm, Et en fait, c'est le hasard d'un voyage l'année dernière en Russie, d'avoir rencontré sa femme qui est chamane. mhm, C'est un monde que je ne connais pas plus que ça. Mais au-delà de ça, je savais qu'il avait fait de la PNL. Et donc, je m'étais dit, tiens, si un jour il passe sur Paris, ce serait sympa qu'on puisse discuter ensemble parce que je pensais qu'il exerçait ce métier à Moscou. Je l'ai eu au téléphone aujourd'hui, le hasard. Et en fait, il me parlait d'une personne, ça aussi je vous donne l'information, d'une certaine Michelle Noël, qui lui a enseigné en 2011 la PNL en France. A mhm, priori, elle enseigne la PNL dans le monde. En tout cas, je vous fais large. mhm. Dans ce pays, en tout cas. Et il semblerait qu'elle ait travaillé avec Grindler et Bandler, on va dire les fondateurs de la PNL, les inventeurs. Oui, oui. Et il semblerait qu'elle travaille énormément sur la santé aussi. Alors moi, je ne savais pas ça. Je ne savais pas qu'il y avait des gens, effectivement, qui utilisaient la PNL pour aller beaucoup plus loin que moi hein, et qui travaillent sur le domaine santé. Et il semblerait qu'elle soit vraiment le fer de lance. Donc bien évidemment, je vais certainement la contacter pour échanger avec elle. Mais je ne savais pas. Je viens de le découvrir. Et ce nom-là, en fait, on me l'avait donné il y a déjà quelques mois, puisque quand on m'avait parlé de ce monsieur, son épouse m'avait dit, voilà, il a appris avec Michel Noël, etc., etc. Moi, j'en ai parlé ici à l'Institut français de Mhm, PNL. On m'a mhm. dit, on la connaît pas, alors qu'elle a une renommée a priori mondiale. Donc, j'arrive pas à bien comprendre aussi ce qui se passe dans le monde de la PNL. Mais bon, je vous fais une parenthèse parce qu'il y a une personne qui existe qui s'appelle Michel Noël aussi. Et pour vous, peut-être, ça peut être intéressant. Ah Voilà. oui, oui, c'est toujours très très intéressant. C'est un monde à découvrir. Ce qui est intéressant après, c'est de voir que, par exemple, j'avais interviewé un, un- un de ces maîtres de yoga hindou qui vient d'Inde, et on se rend compte que chez eux, ils font pas que des contorsions et des exercices dans une salle de gym. Ils soignent aussi des gens. Et je dis, mais vous les soignez comment? Et il me dit, bah c'est souvent en discutant avec eux, en les touchant. Et c'est vrai que ça me fait tilt parce que je me dis, le côté de toucher, c'est souvent une des techniques d'ancrage, c'est d'avoir une pression physique à un moment quand la personne a au bon moment.
Moi, je pratique pas, mais vous, sans doute. Et je me dis, ah, mais il y a peut-être, voilà, il y a des gens qui ont des techniques comme ça innées, qui se transmettent sans doute et qui sont pas codifiées, comme on aime le faire en Occident, avec des termes, des acronymes, et qui le font naturellement. Mais je pense, Pierrot, je pense que la PNL est certainement issue de toutes ces pratiques ancestrales. Après, certains ont eu le courage d'écrire les choses, hein, et puis d'y ajouter aussi comment dire, leurs expériences. Mais je pense qu'effectivement, vous en venez au toucher, bien évidemment. On le rencontre un peu partout. Moi, je suis allé au Baïkal au mois d'août, quand je discutais avec les chamans. Je suis persuadé qu'ils connaissent ça aussi par cœur, à leur façon et dans leur contexte. La PNL, elle est aussi, enfin, elle a une vision plutôt occidentale, mais au-delà de ça, je pense qu'on parle tous de la même chose. Comme par hasard, il y a toucher, comme par hasard, il y a imaginaire, visualisation, et voilà. Donc moi, bon, je suis un occidental, je suis dans ce monde-là, et voilà. Mais à l'autre bout du monde, je pense qu'on peut discuter de la même chose assez facilement. Ouais. Oui, parce que ce qui fonctionne, ça aussi c'est un truc que j'ai retrouvé, c'est que, et c'est un peu l'axe de ce que je vais écrire, c'est que au fond, il y a quand même un aspect physiologique qui est commun dans tous les êtres humains. Il y a il y a des variantes même assez spectaculaires parfois, mais grosso modo, on a tous un cerveau qui a tendance à fonctionner avec les mêmes réactions, avec les mêmes hormones, les mêmes et un physique qui tend à réagir à peu près de la même manière. C'est ce que je dis à mes clients. C'est-à-dire qu'en fait, je dis, vous avez tous votre histoire, elle est différente, avec vos parents, avec votre environnement, mais une chose est sûre, et ça fait partie aussi des recadrages. Je leur dis, une chose est sûre, c'est que vous avez 2 yeux, 2 bras, 2 jambes et un cerveau. Et il est le même pour tout le monde. Et clair. Ça percute ça. Et c'est pour ça que vous allez aussi surmonter votre problématique, parce que vous êtes constitué comme tout le monde, et si moi j'ai pu, vous pouvez. Et ça fait partie aussi des premières phrases de mon protocole. C'est important. Alors, il faut que je vous envoie un... Oui. Alors, je vais le faire là, parce que je crois que j'ai son email. Il y a un praticien à Annecy qui est assez fabuleux. Alors, est-ce que je l'ai ici? Ça, c'est mon épouse qui me l'avait fait connaître à l'époque. Non, ça n'a pas marché. Alors, il s'appelle... Attendez, je l'ai là. Alors, il s'appelle... Michel, voilà, c'était Michel Charrier. Je vous l'envoie par ici en bas. Tac. Ok, merci. Voilà. C'est quelqu'un qui est un naturopathe, hein, podologue, donc, et qui, de là, a commencé à travailler sur, effectivement, ils appellent ça le nom m'échappe, mais c'est assez lié avec l'historique familial, justement. Comment est-ce qu'on a certaines programmations, vous avez peut-être le terme, hein? Oui, alors on appelle ça du transgénérationnel, mais il y a un autre nom d'ailleurs. Je crois qu'il y a une constellation, je crois. Je ne sais pas comment ils appellent ça. Je pense qu'il doit y avoir plusieurs noms, mais effectivement, de travailler sur, de faire expliquer à la personne un petit peu l'histoire de sa famille, pour aller déterminer les moments ou les drames ou les mensonges ou les secrets qui influencent notre comportement. C'est la fameuse histoire de dire à quelqu'un, fais un effort, ne pense pas à un éléphant. Forcément, il va y penser. Et ce genre, et donc quelqu'un qui dit, j'ai un secret, j'en parle pas, il agit, et d'ailleurs, en PNL très poussé, on sait très bien déceler le mensonge. Lorsque quelqu'un ment, on le voit tout de suite, déjà le mouvement des yeux, le mouvement corporel. Les douaniers devraient, la police souvent est pas du tout formée là-dedans, alors que, il y a des gens qui ont l'instinct, mais ils ont peu de formation, alors que c'est souvent une évidence, on le voit tout de suite, quelqu'un qui est comme ça, bref. Voilà, et donc travailler sur aussi cette historique familial, et je me demande si effectivement lui aussi travaille pas sur des allergies, ou alors si lorsqu'il y a des allergies, il vous enverrait pas des gens, parce que c'est très spécifique à ça, parce que lui fait son travail d'analyse, mais finalement il fait faire le travail par la personne. Il dit revenez me voir dans 2 mois, réfléchissez à ce point dont on a discuté. Mais s'il y a une allergie qui est due à quelque chose, c'est peut-être quelqu'un. Voilà, le réseau de gens, c'est toujours intéressant. Je crois, bien sûr, merci Pierrot. Oui, tout à fait. Voilà, ça me vient comme ça. Et alors, c'est vrai, vous savez, je me demande même d'ailleurs, vous savez quoi, je me demande même, allez, on va aller un petit peu plus loin, et puis en plaisantant, mais je me demande même si je n'ai pas choisi ma pratique parce que, justement, elle n'est pas trop large.
Je vais vous expliquer. Parce qu'en fait, finalement, j'ai été formé, ok, pour être coach et donc ensuite accompagné. Et je pouvais même aller jusqu'à faire thérapeute. Mais moi, il y avait quelque chose qui, j'ai toujours été, même dans la banque, j'étais un spécialiste. Et donc là, je suis devenu un spécialiste de ce protocole-là. Je ne fais que ça. Et pour moi, c'est même rassurant parce que c'est très technique. Par contre, quand vous me parlez comme de ce monsieur-là, moi, c'est un truc qui m'effraie parce que c'est tellement large. Je veux dire, c'est quelque chose, voilà. Tandis que moi, je parle vraiment technique. Oui, La je comprends. c'est, voilà, c'est. Mais bien sûr qu'il y a il y a des ponts et des liens, bien évidemment. Ouais, ouais, Non, bien non, c'est évidemment. certain. Et c'est fascinant parce qu'il y a vraiment beaucoup de... Je sors d'un acupuncteur aujourd'hui. Donc, il y a énormément de choses qui peuvent nous amener à travailler parce qu'évidemment, et ça c'est l'erreur en guillemets que j'ai fait dans mon bouquin, parce que quand je dis, voilà, il va y avoir un problème, donc stocker des médicaments, le problème c'est que Oui, c'est fini. Au bout d'un moment, ben, il n'y en a plus. oui. Et donc, j'ai vaguement parlé de, oui, médecine le plus naturelle possible, etc. Mais moi, je suis pas un naturopathe, je suis pas un spécialiste. Et donc là, je veux aller plus loin. Ah, c'est bien, mais je trouve que c'est une très très bonne idée, monsieur. Oui, oui, aller plus loin. Oui, oui. Et comme c'est le sujet qui me semble le plus, à long terme, le plus pertinent, c'est-à-dire comment être en forme, en bonne forme, encore, on va le définir, en bonne santé, ça. Oui, Le, le, tout ce qui est le moins chimique possible, le moins intrusif possible, le moins oui, permanent. Et oui. on le sait, à la quantité de médecins qui financent leurs vacances et leur maison par des opérations du genou, des opérations dos à la Oui, chaîne. Moi, oui. j'ai subi des problèmes de dents quand j'étais gamin à cause de médecins comme ça, qui se sont dit, bon, ben, il y a qu'à, on va te charcuter, et puis c'est fait. Le problème, c'est que c'était pas la bonne manière de faire. Bon, c'est comme ça. Mais euh, on- voilà, il y a une approche différente, et ce genre de déprogrammation, reprogrammation, c'est assez fascinant. Pierrot, il faut que je vous dise un truc. Mhm, Il y a un truc qui m'a touché énormément, c'était il y a 2 ans. Il y a une personne que j'ai rencontrée qui a fait le cursus PNL. Je ne sais pas s'il a fait le cursus PNL, non, analyse transactionnelle, je ne sais plus avec moi. Et donc, elle savait que je me lançais justement dans cette spécialité. Et elle me dit, tu vois, finalement, c'est vraiment très, très dommage. En tout cas, elle était d'une tristesse, elle avait presque les larmes aux yeux. Parce qu'elle me dit, moi, j'ai perdu quelqu'un de ma famille. mhm. C'était un jeune homme qui avait 17 ans, ça devait être son cousin. Et pareil, réaction allergique au chat. Et, et sa famille lui disait, mais allez, prends sur toi, etc., etc. Il en est mort. Hein. Il Waouh. en est. Mais oui, parce que le problème en plus, c'est que c'est évolutif ces histoires-là, parfois pour certaines personnes. Et ben, à un moment donné, j'imagine asthme, et puis à un moment donné, c'est allé très loin. Ah Et il oui. en est décédé. Et moi, c'est un truc qui me revient, mais constamment à l'esprit, parce que je me dis, c'est pour ça que j'essaie de communiquer le plus possible aussi, parce que on en est là presque, Pierrot, c'est que parfois, on peut sauver des gens. Ça va jusque-là, parce que vous parliez tout à l'heure de simplement celui qui se mouche. Mais il y a celui aussi qui est vraiment à un niveau qui est terrible. Moi, je regardais comment dire, les décès en France par asthme, et entre autres, l'asthme allergique elle prend une place très très importante, et surtout chez les jeunes. Il y a quand même 2000 décès en France par an. Et je me dis, merde, Et ça, 2000. c'est auquel il faudrait ajouter les allergies aux aliments. Il y a les poissons, les Oui, arachides, enfin, ouais, la liste, elle est longue. ça c'est, ouais, mon Dieu, mon Dieu. De plus en plus. Et alors la question, puis Oui, après, je ne vais pas vous prendre trop de temps, mais c'est pas le de grave. plus en plus, pourquoi de plus en plus, Ah, pourquoi à de votre plus en avis? plus? Je me demande en fait, il y a plusieurs pistes en fait. C'est vrai que je ne me suis pas trop posé la question non plus, mais au-delà de ça, il y a un truc qui m'interpelle. Vous savez, souvent on parle de pollution sur Paris en ce moment, là, sur les dernières semaines, c'était catastrophique, et on était même carrément le pays, enfin la ville la plus polluée au monde quasiment. Ce que je sais, c'est que je me demande finalement si le corps n'étant pas... vous vous souvenez de la phrase que vous aviez écrite là, quand vous parliez des allergies, ou je crois de... Non, vous parliez de la grippe espagnole. Mhm. Et vous disiez que finalement, je ne sais pas si je fais un très bon lien, mais je vais parler du système immunitaire.
Et je me dis, mais quand le système est obnubilé par autre chose, ou en tout cas quand l'énergie est prise pour se défendre contre autre chose, est-ce que ça laisse pas la place non plus, ou en tout cas, est-ce que ça laisse pas rentrer plus facilement d'autres choses? J'en sais rien, Pierrot. C'est vrai que j'y ai pas réfléchi, mais je me dis, c'est pas possible. Comment se fait-il que de plus en plus, qu'est-ce que vous avez vous comme idée par rapport à ça? Mais parce que enfin il y a peut-être plus que deux, mais en tout cas je vois deux possibilités. La première, c'est que c'est multifactoriel, c'est-à-dire que d'un côté, on a effectivement plus de facteurs polluants dans l'atmosphère, dans nos vêtements, dans nos déodorants, dans ce qu'on mange, dans les emballages de ce qu'on mange, dans ce qu'on touche. Là, je vois, par exemple, aujourd'hui, on m'a filé un reçu d'un achat, et sur le dos de ce reçu, il y a écrit garantie sans BPA. Et je me dis, ah mon Dieu, donc ça veut dire qu'avant, les tickets de caisse, ils étaient plein de trucs toxiques, donc l'encre qu'ils utilisent pour un... Donc en fait, on est constamment attaqué, agressé, et peut-être que le corps humain n'est juste pas fait pour tenir le coup à cet assaut constant, permanent, de plein de facteurs différents. Bon, ça c'est un premier élément. Mais d'un autre côté, d'ailleurs vous l'avez quasiment dit, quand on dit à tout le monde attention, c'est très pollué, il y a des risques accrus d'allergie à cause de ça, comme on le constate que c'est très pollué, on s'auto-convainc qu'on risque d'avoir d'autres maladies, et donc sur une part de la population, ça doit prendre. C'est possible. Ou peut-être qu'il y a ces facteurs qui s'accumulent. Mais c'est d'où ma toute première question, et je vais la creuser, hein, mais quel est l'élément physique, hein? C'est comme, par exemple, là je suis en train de travailler sur un test qui a été fait aux Pays-Bas, je crois, qui est en train de montrer des exemples de traitement d'infection. Donc c'est quand même du méchant, l'infection, parce que l'infection, c'est un truc qui est documenté comme étant potentiellement mortel et dont les effets, l'inflammation, l'augmentation de la température du corps, etc., sont physiques. C'est presque action-réaction. Eh bien, on a des cas documentés maintenant, qui sont sous études cliniques, de gens qui, consciemment, par la concentration, éliminent des infections. Et alors, est-ce que c'est des gens particuliers? Il semble que non. C'est juste des gens qui se sont entraînés, comme la résistance au chaud, au froid peut s'entraîner, etc. Et on commence à avoir pas mal de tests qui montrent ce genre de choses. Donc, la puissance de l'esprit et de la maîtrise, comme justement le yogi qui s'assoit sur le tapis de clous, la fameuse image d'Épinal. Mais il y a du vrai, c'est-à-dire que la maîtrise de la douleur, et on le voit, moi je le vois dans mes entraînements, la maîtrise à la douleur, ça se travaille. Et on la diminue avec le temps. Et et on arrive à avoir des gens qui s'automutilent consciemment et qui ne saignent même pas parce qu'ils ont appris à sortir le sang de leurs capillaires et le sang va vers leurs organes internes et il n'y a quasiment pas de saignement alors que normalement ça pisse le sang. C'est fascinant, il y a des trucs, ça va très très loin et c'est scientifique, hein, c'est pas du phénomène de foire, c'est vraiment en laboratoire, en test clinique, fait dans des universités, il n'y a pas voilà, c'est reproductible. Voilà. Ouais. Et ça, voilà, donc je me demandais, est-ce qu'il y a forcément des liens, parce que la PNL, il n'y a personne qui menace quelqu'un d'un coup de marteau, voilà, c'est vraiment une suggestion, effectivement, l'analyse transactionnelle, l'analyse des mouvements, de la température, tout ça, c'est en tout cas statistiquement, après c'est pas du 100%, mais statistiquement, quoique vous avez l'air de me dire que vous avez réussi à tous les coups, mais alors... la statistique fait que quelque chose qui est prêt, qui fonctionne 9 fois sur 10, c'est comme l'effet placebo qui est plus efficace que le médicament dans quasiment tous les cas. Il n'y a aucun médicament qui fait mieux qu'une personne qui est convaincue que c'est juste incroyable que d'un côté il y a une industrie de milliards et de milliards et de milliards de dollars tous les ans, et de l'autre côté c'est une pastille de sucre qui a plus d'effets. Et on se dit, mais... Oui. Vous savez quoi? Oui, je vous rejoins là-dessus. Pardonnez-moi, je vous coupe la parole, mais en même temps, vous savez, quand on parlait de la réussite à 100%, je me dis, il y a certainement quelque chose qui fait lien avec ce que vous venez de dire sur la croyance qu'on installe. Tous ces gens qui viennent me voir, ils ont tout essayé quasiment. Donc ça aussi, ça installe une croyance certainement. C'est-à-dire que
bah, finalement, j'ai tout essayé et peut-être qu'il reste qu'une seule solution. Mais peut-être que ça m'aide énormément moi aussi à Ouais, réussir. Et il y a un truc comme ça. c'est vrai. Parce que je vois pas la personne qui vient me voir en disant, tiens, j'ai jamais rien essayé, tiens, je suis en réaction allergique, pof, allez, on y va. C'est Non, j'ai pas cela, moi. Ça fait 15 ans, ça fait 20 ans, ça fait 10 ans que c'est comme ça. Ils ont tout essayé. Ils sont souvent désespérés par rapport à ça. c'est très intéressant parce que, alors, je saute du coq à l'âne, mais vous allez voir le lien. C'est que lorsqu'on étudie les statistiques de survie dans des cas d'accident ou de tremblement de terre ou de gens qui se perdent dans la forêt ou qui sont justement sous des décombres, euh, en fait, on voit que par exemple, j'avais vu un spécialiste qui avait compilé et qui montrait que les enfants de moins de 3 ans ont très peu de chances de Oui, s'en sortir parce qu'ils sont physiquement trop faibles, ils ont évidemment trop besoin d'aide. Donc là, malheureusement, c'est une catégorie qui subit beaucoup. En revanche, de 3 ans à 12 ans, bien plus apte à survivre que les adultes avec une très forte capacité entre 5 et 7 ans. plus Euh, fort qu'une adulte. voilà, parce Incroyable. qu'en fait, les enfants ne réfléchissent pas trop, c'est-à-dire quand ils ont sommeil, ils dorment, Ouais. quand ils ont soif, ils cherchent de l'eau, quand ils ont froid, ils cherchent de la chaleur. Le plus jeune, il peut pas, il sait pas faire. Le plus grand, à partir de l'adolescence, il va commencer à trop réfléchir. Et l'adolescence jusqu'à 25 ans, c'est les plus forts taux de mort parce que ils sont fatigués, ils continuent quand même et ils s'épuisent. Ils ont soif, ils disent non, c'est pas grave, je crois savoir. Et on rentre voilà, on s'auto-convainc qu'on est capable, mais en fait, on n'est pas capable. Et on le voit dans des exercices militaires que l'on fait. On a des exemples, malheureusement, c'est toujours avec des exemples dramatiques que l'on voit ça, mais on voit des gens surentraînés, capables de survivre chez des parachutistes, capables de, enfin bref, vraiment surentraînés, faire du rafting, tomber dans l'eau, dans des rapides, et à qui on dit attrape la corde, on va te sortir. Le type dit non, c'est bon, parce qu'ils savent nager, ils savent très très bien nager. Et il dit non, c'est bon, je m'en sors, je m'en sors. Bah non, ils s'en sortent pas, parce qu'ils ont sous-estimé le danger, parce que dans leur tête, c'est bon, ils ont fait des trucs pires, donc c'est bon. Non, mais c'est pas bon. Et en fait, ça tient parfois énormément de comportements humains tiennent à des programmations mentales, à des surestimations ou sous-estimations du danger, de nos compétences, etc. Ou de l'envie de ne pas avoir l'air ridicule face à ses pairs. C'est, Ouais, euh, c'est ça. Ouais, je comprends ça. il y a énormément d'éléments et je me demande si ce genre de processus mental ne nous amène pas aussi dans la maladie parce qu'on a des cas, moi j'ai vu à l'armée des gens qui sont capables de faire 30, 40 km à pied alors qu'ils ont une fracture. Au, Ouais, ouais, ouais. au- au doigt de pied, par exemple, ils ont un doigt de pied fracturé, ils continuent parce qu'ils maîtrisent leur douleur. D'autres, Ils en ils ont veulent. rien et c'est la fin du monde. Bon, ça, on a tous des enfants, hein, on voit comment ils réagissent. Mais c'est Il y a beau, c'est fascinant. oui, alors j'aime bien quand vous dites le mot fascinant parce que moi, il est très important dans tous les gens que je rencontre et dans ce que je fais. Ce que je fais, je le trouve fascinant. C'est un peu comme un pianiste. J'écoutais un jeune pianiste récemment qui était un virtuose là, qui est venu en France en fait et qui a relevé comme ça du jour au lendemain quelqu'un qui était malade. Il a fait un truc extraordinaire et je l'écoutais et il disait le piano pour moi c'est fascinant. Et quand vous me parlez du mot fascinant, pour moi c'est quelque chose de très important. Et vous savez quoi? Je pense aussi à ce que vous écriviez sur le système immunitaire, je reviens là-dessus. Mhm. C'est que les gens finalement qui ont le plus fort système immunitaire meurent les premiers parce que Dans la la grippe, réaction est très c'est forte. souvent ça. Ouais. La grippe espagnole, Oui, ça a été ça. c'est un peu ça, mais les réactions allergiques, je me le demande parfois. C'est-à-dire que vous avez des gens, ce qui est incroyable, c'est que j'ai l'impression que les réactions sont très très fortes et qu'ils ont en fait un cerveau qui fonctionne, ou en tout cas un système immunitaire qui fonctionne très très bien, et qu'il faut juste rééquilibrer. Et ils ont une capacité en plus à changer très vite. J'ai l'impression que pour eux, c'est en plus quand je leur fais faire les exercices et tout ça, ça va. Je le vois, ils sont capables de gérer le truc très très facilement et de rééquilibrer aussi grâce à un accompagnement leur truc. Mais il y a quelque chose qui tourne autour de votre phrase. Ces histoires de système immunitaire plus fort que d'autres. Alors, vachement emmerdant quand ils sont mal orientés, mais super quand ils sont bien orientés, quoi. Et je sais pas, c'est un truc qui m'est resté. Quand j'ai lu votre livre, c'est toujours là. Je l'ai Non, toujours à après, l'esprit. Je sais pas comment faire, mais voilà. après c'est certain que il y a une chose, vu la masse d'êtres humains que nous sommes, c'est qu'il y a une chose, c'est que la courbe normale, elle tend à s'appliquer. C'est-à-dire qu'il y a des sujets extraordinaires, il y a des gens très intelligents, il y a des gens très stupides, et la masse,
elle est dans la moyenne. Alors ensuite, que cette moyenne se déplace vers le plus stupide ou le plus intelligent, ça dépend des civilisations, des cultures et des systèmes d'éducation. Y compris donc dans la capacité à réagir et à s'adapter à des agressions physiques, pollution, Ouais, ou de notre propre... Il y a peut-être des gens qui font la même réaction que cette dame parce que son mari est parti manger du pain, enfin chercher du pain et ouais, qui est tombé dans un champ de blé. Peut-être exactement le même scénario, une autre personne n'aurait pas du tout développé une allergie, mais elle aurait chopé une pneumonie, elle, enfin, ou une maladie. Peut-être son corps ouais, aurait réagi d'une autre manière, elle aurait eu une angoisse, ou les théories de Dr Hammer, c'est qu'elle aurait pu déclencher un cancer du sein. Parce qu'elle a une ah grosse ouais, angoisse par rapport à son mari, tac, sein droit. Et je crois que c'est le sein gauche, c'est ses enfants, chez les femmes, etc. Et les hommes, c'est souvent le cancer testiculaire quand il y a des angoisses par rapport à ses enfants, des trucs comme ça. Alors, non, mais statistiquement, il y a après, beaucoup, oui, ça laisse beaucoup d'espoir, en tout cas, par ah ouais, rapport à ces méthodes-là. Et vous savez quoi, en plus, je pense à ça, mais quand je repense au témoignage de Camille là, avec son asthme allergique, si vous vous souvenez, en même temps, je l'accompagne pour le cheval, et d'un seul coup, elle se rend compte qu'elle n'a plus de réaction allergique au chat aussi. Mais ça, je vis quasiment au quotidien parce que je m'aperçois, on traite le pollen, et puis finalement, la personne qui avait d'autres réactions allergiques par rapport à d'autres allergènes, ça disparaît aussi. Ça aussi, c'est intéressant. il y a une chose, là je vais devoir vous laisser et je vous remercie de votre temps, mais on va se revoir, on va se voir sur Paris ou si vous passez Très sur bien. Genève, on va avoir l'occasion de se voir parce que, en plus de ce qu'on discute là, j'ai enregistré notre conversation pour prendre des notes, si vous le permettez. Une des choses qui serait intéressante à travailler, et puis pourquoi pas amener à faire une sorte de séminaire public ou quelque chose comme ça, c'est que Oui, moi je suis confronté à la chose suivante, c'est-à-dire que plus le monde va mal, notamment en France, malheureusement vous êtes dans un pays qui est particulièrement atteint c'est pas facile. de tous les mauvais éléments qui font qu'un effondrement va mal se passer. Bah, je le dis sincèrement, hein, comme je le pense à chaque fois, mais voilà, c'est affreux. Euh, Oui, Beaucoup de gens, moi j'ai un détachement très, j'ai appris à avoir un détachement très fort par rapport aux choses assez quand même assez terribles auxquelles je suis convaincu qu'elles vont arriver. Mais pour beaucoup de gens qui n'ont pas fait 5 ou 10 ans de processus mental comme moi, de travail sur soi et même de dépression avec tout ce qui va avec, pour beaucoup de gens, quand ils comprennent, je crois, et beaucoup de gens me disent, voilà, grâce à votre livre, j'ai charnellement compris que c'est pas juste une vue de l'esprit, j'ai compris ce qui va arriver, ou ce qui peut arriver. Et il y a beaucoup de gens qui me disent, alors j'ai pas eu de suicide encore, enfin, ils me l'ont pas dit, mais j'ai beaucoup de gens qui me disent, voilà, arrivé à la moitié de votre livre, je suis vraiment déprimé, et puis, oxygène, oui, oui, et voilà, et ce côté anxiogène, ce qui est pas du tout ce que j'essaye évidemment de faire, mais en même bien sûr. temps, quand on dit à quelqu'un, voilà, vous avez un cancer, on peut pas le dire différemment, on peut pas dire, bon Non, écoutez, je crois que vous avez un petit picotement, mais c'est pas grave, ah non, non, il faut le dire. Alors, je crois. et malheureusement, Après, le fait de le dire, ça peut provoquer la fin de la personne, puisqu'elle va, elle va dire cancer égale mort, donc je suis foutu, donc je me laisse tomber, donc tac, 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 il y a tout son corps shut down, quoi. Il se. Pierrot, sauf que vous proposez des solutions, enfin en tout cas, Ah, on des essaye. adaptations à la situation, c'est ça qui est important. Mais je crois qu'il y aurait un truc à travailler Oui, en partant des 5 phases de Kubler-Ross, de rajouter dessus ce que la PNL nous apprend sur justement la reprogrammation, les ancrages, effectivement un peu d'analyse transactionnelle sur comment est-ce qu'on s'auto-analyse et on s'auto-bouge dans ces phases de Kubler-Ross, qui peuvent être plus complexes que ces 5 phases, on est d'accord, mais enfin, c'est assez bien oui trouvé. c'est bien expliqué. Après l'interprétation, oui, il faut faire attention parce qu'il y a de tout, mais oui, oui, oui. Oui, c'est assez bien trouvé, puis on peut passer beaucoup, beaucoup de temps dans certaines de ces Oui, phases. oui, oui, tout à fait. On Et peut... revenir même parfois. Oui, oui. Ouais. Non, je vois ma maman, parce que j'ai mon père qui est atteint d'une sorte d'Alzheimer c'est une forme d'Alzheimer assez violente, et ça fait une dizaine d'années maintenant. Donc là, il est en phase assez. Et j'ai pu voir ma maman. Moi, j'ai accepté très vite parce que j'étais déjà dans une phase de toute façon
d'accepter plein de choses désagréables dans le monde, et donc l'impact qu'elles vont avoir sur ma vie. Et donc pour moi, ça allait vite. Mais j'ai pu voir que ma maman, forcément, elle vit avec tous les jours, eh bien, elle a mis un temps incroyable avant d'accepter qu'il ne serait-ce qu'on puisse prononcer le mot malade, le mot Alzheimer. Et donc, je crois qu'il y a un truc. Alors, bon, bah, moi, forcément, je viens du contexte de. Voilà, il va se passer des choses difficiles dans les années à venir, mais il y a aussi comment est-ce qu'on gère l'émotion de l'évolution de notre perception par rapport à ça. La gestion de la peur, la gestion de l'anxiété, la gestion du stress. Parce qu'en fait, les gens qui me fréquentent me disent, mais attends, tu es en train, en gros, de dire qu'on va tous mourir, et tu es super à l'aise. Je dis, oui, je suis super à l'aise, mais je me prépare. Mais je me prépare pas d'une manière angoissée. Je suis pas tous les jours à... Et peut-être que c'est une erreur, peut-être que je devrais, mais je suis pas en train de stresser mes enfants tous les jours en disant, il faut marcher 10 km parce que sinon tu vas mourir. Non, 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 non. C'est très ludique, c'est très... on s'amuse, et puis bon, bah, de toute façon, bon, j'ai une acceptance de ce qui va arriver, et si on n'est pas assez près, on n'est pas assez près, mais en même temps, voilà, on peut apprendre à prendre les choses de manière... pas l'approche bouddhiste du genre c'est pas grave, de toute façon on va se réincarner, pas le côté défaitiste, pas le côté... souvent j'ai des gens en Afrique du Nord qui me disent mais mektoub et tout, non, 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 mais ça c'est pas acceptable pour un Européen, ça fonctionne pas comme ça, un cerveau d'Européen. En revanche, de pas justement mourir d'un cancer parce qu'on est angoissé d'un truc hypothétique. Ça c'est pas mal ça. Et ça c'est la sclérose, ça c'est la névrose que Freud d'ailleurs avait. C'est un des points sur lesquels Freud avait raison de dire. Il disait la chrétienté, le catholicisme, c'est une névrose de masse. Et c'est vrai. On nous dit depuis qu'on est gamin, Dieu va te punir, tu vas aller en enfer si tu fais pas ça, ça et ça et ça. Il y a de quoi flipper, il y a de quoi flipper, il y a de quoi faire des gens bizarres hein, au bout d'un moment. Chaque coin de rue en France, vous avez un bonhomme qui est crucifié quand même. Hein. Enfin, vous allez en province, il y en a partout. Donc c'est vrai, c'est assez particulier. Oui, et dans d'autres religions, moi j'ai une partie de la famille qui est juive, il y a des trucs, c'est pas par hasard qu'il y a beaucoup de psychologues qui sont juifs, hein, c'est parce qu'ils sont prêts à ces névroses bizarres du rapport mère-fille, père-fils, l'angoisse, la culpabilité du genre ton grand-père est mort parce que il n'y peut rien. Enfin, et on a des cas de problèmes, et ce Charrier m'en parlait voilà, de destin familial, voilà, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, qui sont sacrément foutus en l'air par des psychoses que nous mettent nos parents ou des systèmes de valeurs bizarres, religieuses, etc. Enfin, bizarres, tout est bizarre, c'est une question de point de vue, mais il y a, par rapport à la survie, par rapport à des gens qui font un travail, ça pourrait être un truc qui mériterait de préparer une conférence débat, un truc. À mon avis, il y a de l'intérêt et ça fait réfléchir les gens, il y aurait quelque chose d'utile, ça peut vous faire un peu de pub. Mais je pense qu'il y a un truc là, parce que moi j'ai souvent des gens qui me disent, parce que moi j'essaie de dire aux gens, vous avez lu mon livre, faites quelque chose, agissez, parce que dans l'action, vous oubliez l'angoisse. Mais beaucoup de gens n'arrivent pas à se mettre dans l'action parce qu'ils sont angoissés. Il y a des gens qui me disent, voilà, j'ai lu ton livre il y a 4 ans, et je dis, t'en es où dans tes préparatifs? Ah, mais j'ose pas, machin. Je dis, tu te rends compte, tu viens de perdre 4 ans. Alors, j'aurais peut-être pas dû lire ça, mais c'est 4 ans, c'est énorme. Et je dis, oui, mais j'ai peur. Je dis, non, la peur, ça se maîtrise. Enfin bref, tout ce travail... on peut peut-être amener quelque chose, voilà, pertinent. Vous savez, Pierrot, ça me fait penser à quelque chose aussi. Ça me fait penser à vivre aussi dans une forme d'illusion. Enfin, je sais pas, ça me vient chaud, mais on en reparlera avec grand plaisir. Hein. Mais vous savez, ça me fait penser aussi un peu à parfois ces gens qui disent, quand je repense à mon enfance, par exemple, c'était super. D'accord, c'était super. Mais moi, je t'ai connu, t'avais des tocs, tu te rongeais les ongles, t'étais en surpoids, et tu me racontes que c'était super. Et je me dis, tiens, c'est bizarre parce que l'image que j'ai de toi à l'époque et ce que tu me dis, j'ai pas l'impression que c'est la même chose. Vous savez, cette sorte d'illusion entretenue, un peu comme aujourd'hui, quoi. Moi, je vis en France, alors j'ai grandi dans un pays où finalement, ouais, c'était pas mal. Et j'y rencontre beaucoup de gens autour de moi qui sont aussi dans une certaine volonté de faire perdurer quelque chose qui n'est plus qu'une illusion. Je comprends ce que vous dites, et en même temps, il y a un peu ça. Mais on n'y croit pas vraiment parce que c'est pas possible. Il y a vraiment le parallèle de la France et de l'Union soviétique de Brejnev, sous Brejnev, et
limpide. C'est-à-dire qu'on a un mythe qui est pas tout à fait le même, mais enfin qui est très très fort. Le mythe des 30 Glorieuses, du post-mai 68, où finalement on a pu... Enfin, le mythe, l'illusion, c'est de pouvoir avoir une société des droits de l'homme où il y a une redistribution de richesses gigantesque alors qu'on la ponctionne d'une poche pour la mettre dans l'autre, et on crée de la dette. Mais en fait, personne n'accepte que cet état de choses change, et à chaque nouveau problème, on jette de l'argent qu'on n'a pas pour essayer de l'étouffer dans des subventions, dans l'État, dans finalement l'État tout-puissant et omniscient. Mais on est en train de simplement voilà, aller encore plus haut pour sauter dans le précipice. Et il y a un déni sociétal que je retrouve pas dans d'autres sociétés. Ailleurs, il y a des sociétés en crise, l'Espagne, j'étais en Italie la semaine dernière, on me dit, oui, on est tout à fait conscient de ce que tu nous dis, on ne le voyait pas de cette façon-là, on ne pensait pas que c'était aussi grave, mais clairement on se rend compte, et voilà ce qu'on fait. Alors peut-être qu'on n'agit pas de la bonne manière, mais il n'y a personne qui dit non, y a pas de déni, la seule solution c'est de taxer encore plus les gens et de redistribuer plus d'argent. Non, il n'y a personne parce que je me mets dans la place de quelqu'un qui réfléchissait comme ça, l'empirique les données montrent que c'est pas possible. Il y a un côté quand même, enfin pardonnez-moi, je sais pas si je me trompe Pierrot, mais il y a un côté un peu suicidaire. Ah ouais, largement. Voilà, c'est un truc de dingue. Et quand vous me parlez d'une possibilité effectivement de séminaire sur cette problématique-là, là, on va dire du déni, vous parlez de Kubler-Ross, etc. Et je me dis, mais finalement, ça peut aller vachement loin, ça. Parce que vous pouvez avoir des populations entières qui sont dans le déni. Qui se suicident, enfin en masse, enfin j'en sais rien, mais qui ne perçoivent pas les enjeux. Mais je pense que la France est dans une phase assez terminale de suicide de masse. C'est terrible. Non, mais sérieusement, parce que c'est pas, disons que c'est pas la seule à être dans cette phase, mais c'est un des seuls pays où la masse de la population l'est également, parce qu'on a d'autres pays où les dirigeants sont dans cette optique-là, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas changer, parce qu'un changement voudrait dire la perte de leur job, et donc des salaires et des avantages et du pouvoir. Donc ils refusent de changer, mais la population, elle gronde. En France, il n'y a que 20% de la population qui gronde, en gros. Allez, je rajoute 5% d'extrême gauche, ça fait 25%. Mais en gros, on a le Front National, pour dire les gens qui votent Front National, pour être précis, et on a les gens qui votent Mélenchon et qui grondent pour des raisons variées, etc. Mais enfin, qui se retrouvent aux urnes dans cette population qu'on a là. On a une partie de la population qui généralement ne vote pas, qui elle est dans la démarche proche de ce que j'ai moi, c'est-à-dire, de toute façon, c'est pas ces gens-là c'est pas par les urnes qu'on change, donc de toute façon, on va au moins monter dans nos chaloupes de sauvetage, et comme il n'y en a pas, on va se les fabriquer nous-mêmes. Et on a plus ou moins de réussite, et le point clé, c'est le lien social. Clairement, tout seul, c'est dur. Mais ça se fait, ça existe, mais c'est une partie infime de la population. L'immense masse, elle est dans deux cas de figure, soit elle s'en fout, soit elle veut que le monde d'aujourd'hui, il y a des gens aujourd'hui qui ont même plus jeunes que moi, qui ont 25-30 ans, c'est rare, mais il y en a encore qui me disent, j'ai l'impression d'entendre des Français des années 70, qui me disent non, mais ce qui compte, c'est les points retraite que je vais accumuler, c'est les années de cotisation. Et moi, je dis, mais il n'y aura pas. Mais c'est mathématique. Et les gens me disent, oui, mais l'immigration, l'immigration, elle est à bac-6, elle va jamais travailler dans des jobs qui vont générer suffisamment de revenus pour être ponctionnés par l'État pour payer tes retraites. Ça, réfléchis. T'es pas en train de faire venir des ingénieurs nucléaires du Nigeria. Hein. C'est les mecs dans les bateaux. C'est des bac-20. Enfin, ça va. C'est ça la vérité. Donc moi, je dis... Alors, ils me disent, ouais, t'es raciste. Non, tu peux me mettre l'étiquette que tu veux. La réalité, c'est ça. Donc, mais en fait, il faut être réaliste. Je crois que vous avez ce très gros avantage, cette qualité, c'est d'être réaliste. Voilà. Et ça, malheureusement, réaliste...
Ici, Oui, c'est pas à tous les coins de rue. Hein. Paris, c'est particulier en plus. C'est le paroxysme Ouais. du Mm. déni. Et je peux même, et je suis assez indulgent parce qu'en réalité, je peux le comprendre parce que effectivement, je visite Paris et que je suis dans le centre-ville, très objectivement, quand on regarde autour de soi, on voit des touristes, on voit des restaurants qui marchent, qui sont pleins, des hôtels qui sont pleins, l'aéroport il est plein, C'est vrai. mais c'est que simplement on concentre et on élimine vers les. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vu aux États-Unis, qu'on voit partout et qu'on le voit dans l'histoire romaine. Hein. Quand Rome s'effondrait, Rome marchait très bien. La ville était Ok. opulente et, euh, et, euh, Et on ne et- voyait pas les réalités. oui, oui, et donc voilà, c'est clairement un processus qui est normal. Et, 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 et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on regarde les cultures, alors là, qu'est-ce qui fait que dans une civilisation, toutes les civilisations ont des cultures en réalité très différentes les unes des autres. Parce que quand une société est très simple, c'est de la survie de base, on doit trouver à manger, et toutes les civilisations, toutes les cultures simples du monde entier, elles ont des points communs très très forts, et finalement un fonctionnement très, très similaire. Il y a peu de différence entre des chasseurs-cueilleurs papous, des chasseurs-cueilleurs de la forêt équatoriale camerounaise ou en Amazonie, parce que les problèmes sont les mêmes. Dès qu'on a une civilisation qui se complexifie, on peut avoir le Japon, extrêmement, traditionnellement très renfermé sur lui-même, très très intelligent, mais très très avancé culturellement, mais qui n'a pas trop envie de s'ouvrir. On a des civilisations plus maritimes qui s'ouvrent, typiquement l'Italie, qui est ouverte sur le commerce, sur le monde, sur l'art, mais qui exprime l'art pour attirer du commerce supplémentaire. Enfin, on a les civilisations allemandes qui deviennent très obsessionnelles sur le technique, avec plus ou moins de succès. Des fois, ça marche très bien, des fois, ça amène des catastrophes. Les Français, c'est encore une autre civilisation. Mais il y a des moments où, quand l'environnement change, il y a des civilisations qui se retrouvent avec des avantages, des atouts, des inconvénients qui peuvent être fabuleusement avantageux. Typiquement, les Britanniques, lorsque le monde est devenu atlantique et le Ouais. commerce est devenu important, Ouais. tout d'un coup, leur capacité à être des dominateurs sournois, ça a fait qu'ils ont dominé le monde. Lorsque comment dire, tout d'un coup, dans le système français où il y a ce côté humaniste, universaliste un peu étrange, lorsque tout d'un coup on s'ouvre à l'immigration de milliards de gens dans le monde, ça va les tuer. Ça va peut-être créer Ouais. parce que personne va dire non, parce on peut pas programmer le non. Et bon, l'Allemagne, elle s'est suicidée en 45. C'est l'aboutissement d'un suicide d'une certaine Allemagne et Je comprends qui ça. s'est recréée après. Mais Mm. l'Allemagne créée par Napoléon, avec un succès incroyable, et Bismarck est morte en 1945 pour donner autre chose, un autre peuple, une autre mentalité, avec évidemment des traces de ce côté technique, etc., mais qui est plus du tout de la même manière. Il ne voit plus le gouvernement de la même manière, il ne se voit plus comme de la même manière. Mais parfois c'est dur, hein, les Autrichiens, même d'un point de vue clinique, d'un point de vue médical, lorsque ça finit d'être un empire, ils se sont ensuite rattachés à l'Allemagne parce qu'ils avaient l'espoir qu'ils allaient pouvoir de nouveau faire part d'un empire. Mais dans les années 50-60, on a des cas d'alcoolisme et de déprime très élevés en Autriche parce que l'Autriche, c'est clairement, avec un tout petit pays, c'est clairement plus jamais un empire. Alors que cette génération-là, elle avait été habituée ou avait l'espoir d'être toujours au centre d'un empire. Ça fait. C'est né, Pierrot, c'est génial ce que vous me décrivez parce que Ah, mais quel j'ai discuté avec impact, des médecins quel impact spécialistes de sur les ça. et quel impact sur les cerveaux d'êtres humains? Parce que, bon, si on regarde notre planète, ok, donc on a un cerveau voilà, qui nous est donné, et vous imaginez après toutes les croyances, Ah, tout ce qu'on y c'est fait, tout fascinant. ce... Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Non, non, et la plupart des civilisations choisissent de se suicider. Ce qui est en C'est fait, sûr. j'avais interviewé un médecin qui avait fait une thèse, je pense pourtant il était assez âgé, mais il avait fait quand même une thèse, une recherche, justement sur les maladies qui sont causées par la dépression et la culpabilité. Et typiquement l'alcoolisme, typiquement, qui sont des trucs suicidaires en fait, ce sont des maladies de destruction, d'autodestruction, et qui se décèlent par l'effet de ces comportements, qui est notamment la cirrhose du foie ou des éléments comme ça.
Et en fait, il avait observé que dans les populations autrichiennes et allemandes, pour des raisons un petit peu différentes, les cas de comportement autodestructeur étaient très très forts dans la génération née après-guerre. En tout cas en Allemagne. Donc il montrait que les enfants des Allemands qui ont participé à la guerre 39-45 avaient une très forte culpabilité de ce qu'avaient fait leurs parents. Aussi parce qu'on leur a mis le nez dans le caca, comme on dit, par rapport, on leur a dit, regarde, et à l'école, ils ont tous appris qu'ils avaient été méchants, etc. Donc ils ont une culpabilité par rapport à leurs parents. Et alors que les Allemands qui ont commis éventuellement, enfin, que en tout cas qui étaient responsables, qui ont participé à la guerre, enfin ils ont perdu, donc forcément c'est leur faute. S'ils avaient gagné, ce serait pas leur faute. Mais enfin, voilà. Donc eux, aucune culpabilité. Ils ont assumé parfaitement. Ils n'ont aucune. À partir des années 50, il n'y a pas du tout de pic dans cette tranche d'âge-là, de ces Allemands-là, de cirrhose du foie, etc. Pas plus que d'habitude. Parce qu'il faut évidemment décorréler avec il y a toujours des alcooliques et d'autres comportements dans tous les pays. Mais enfin, l'alcoolisme de masse et les cirrhoses de masse, on les retrouve plus dans les gens d'après-guerre. Et, il avait montré de la même manière que dans les populations des enfants des survivants juifs des camps, autant les survivants, ils ont réussi, et il y en avait beaucoup, ils ont réussi à passer, pas pardonner parce que c'est pas dans la culture juive, mais en tout cas de dire, bon, je passe à autre chose, maintenant je vais faire fortune, ou je vais me débrouiller, je vais réussir, voilà, je passe à autre chose, je pars en Israël et je recommence ma vie, etc. Il y avait vraiment un côté, bon, je tourne la page parce que c'est trop horrible, il faut que je passe à autre chose. Leurs enfants culpabilisent avec des mêmes effets de névrose, de problèmes psychologiques, de besoin d'aller faire des traitements, etc. Parce qu'ils culpabilisent de ne pas avoir été là pour aider leurs parents, alors que c'est un truc de dingue, le cerveau humain. C'est un truc de dingue, ouais. Et ils ont la haine, et ils veulent se venger d'un truc qui est... Enfin, mon Dieu. Et on est dans des cycles, malheureusement, comme ça, de culpabilité, haine, etc. Et particulièrement... Alors les Chinois, ce qui paraît, c'est pas du tout les mêmes... En Chine, en Asie, c'est pas du tout les mêmes approches. Culpabilité, ils sont pas dans cette approche-là. D'accord. En tout cas, pas pour ces causes-là. Vous savez, quand j'ai suivi des cours de systémique Palo Alto, c'est-à-dire, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais effectivement, mon enseignant me disait toujours, il y a une approche plutôt, on va dire, orientale au niveau de cette approche-là, et une façon de penser qui est bien différente. Et je vous rejoins, ouais, c'est différent, Parce que j'avais rencontré des gens qui travaillaient sur la Chine et qui me disaient que voilà, ils ont des interlocuteurs de la tranche d'âge, des gens qui ont 50 et 60 ans, et qui, à l'époque, ont participé au grand bond en avant et à la révolution culturelle avec les massacres qu'il y a eu, où il y a eu vraiment des purges sévères, quoi. Puis ils disent, bon, statistiquement, tous ces gens, ils ont tué des gens, hein. Mais à coups de bâton, pas avec des chambres à gaz, à coups de bâton, quoi. Et c'est quand même 60 millions de morts en Chine, hein. Donc ils ont... Voilà, il y a eu beaucoup de... Ça a été organisé, mais quand même physique. Et dans leur culture, bah voilà, il fallait le faire, c'était comme ça, on leur a dit que c'était ce qu'il fallait, que c'était pour le bien commun. Et voilà, il y a ce côté confucianiste où finalement on est peu de choses, donc nos actes, au fond, ils font partie d'un grand schéma. On est peu de choses et on appartient à un tout. Ouais. Et donc, si on nous a dit d'aller massacrer, ben on allait massacrer, puis voilà. Alors qu'en Europe, on a quand même le côté humaniste, où l'être humain, il est au centre de l'univers. Enfin, il y a toute une approche, même dans le côté chrétien, il y a l'être humain, il est important, il est l'image de Dieu. Enfin, il y a un côté... voilà, faire du mal à un être humain, c'est grave. Même aujourd'hui, on en est à trouver très grave, et avec raison, qu'on fasse du mal aux animaux, dans les abattages, etc. En Chine, les types, ils se posent pas la question, ils disent, mais je comprends pas, mais on les mange, les animaux. Oui, bon, bah comment on les tue, c'est pas grave. À moins de leur prouver que, médicalement, de tuer des animaux sous stress, la viande, elle est moins bonne, donc tu deviens malade, et là, ils comprennent. Mais sinon, ils disent... Pierrot, on a quand même quelque chose de quand même très torturé chez nous. Parce que
Moi, je sais pas, mais quand on va au salon de l'agriculture à Paris, vous avez les mômes qui jouent avec les petits veaux, les petits trucs. Et puis le soir même, ils se retrouvent avec le veau en train de le manger le soir. Et Ouais, c'est et puis, normal, tout va bien. ouais, Hein. ouais, on a Non, des... non, mais ça aussi, Pierrot, je pense que là-dedans, quelque part, à un moment donné, ça s'entrechoque. Il y a quand même quelques soucis, je Ah pense, non, mais moi, de mes enfants, paradigme, de paradoxe. j'ai fait le test de leur dire, parce que voilà, je dis, voilà, on va faire un test. Je dis, bon, ta peluche, c'est un lapin, ok. Bon, tu sais qu'on mange le lapin, oui. Et je dis, bon, est-ce que tu trouves bien de tuer le lapin que tu vas manger? Puis bon, il y a toute une discussion, parce que j'aime bien que ce soit eux qui expliquent. Effectivement, alors il y en a qui me disent oui, parce que si on a besoin, c'est normal. Et Hein. l'autre, une de mes filles, qui me dit, mais moi, j'ai pas envie de tuer un lapin parce que c'est un gentil animal, etc. Je la rejoins, hein, moi, je suis pas un Hein. gros. Et je lui dis, ben, tu sais que tu peux aussi, tu peux choisir, tant qu'il y a à manger, si tu choisis de pas avoir besoin de viande animale, il n'y a pas de problème. Et elle est en train d'être sur cette tendance de. Alors, elle se dit végétarienne, mais elle aime bien les spaghettis bolognaises. Bon, voilà. Là, Elle est à 7 ans, elle est sur ce processus. L'autre, le garçon, il se dit non, non, mais je m'en fous. J'aime là, bien, c'est pas j'aime mal. bien. Non, non, mais moi, à la maison, c'est pareil. Vous voyez, je mange pas de viande. Ouais. Mais c'est pareil, j'ai des enfants qui ont 14-15 ans. C'est pareil, on a ces discussions-là. Ouais. Voilà. Mais voilà, de façon très. Il y a pas d'obligation ou quoi que ce soit. Mm. Mais j'aime bien l'exemple de votre fille, là. Ah, mais C'est. j'aurais un gros chapitre sur faut-il manger de la viande? Ouais, Parce il y a toutes sortes d'aspects. Et la conclusion, il faut en manger peu, très peu. voilà. Oh, Et, bah, je viens d'avoir une discussion avec mon épouse par rapport. Là, on a passé la soirée à discuter sur est-ce qu'on doit aussi manger du poisson. ah, Et ok. ouais, parce que Si. là, alors, là, en revanche, le côté émotionnel de l'animal, bon, il y a l'aspect écologique, etc. Mais au niveau de la qualité de ce qu'on mange, c'est parce que on travaillait sur le fameux rapport Campbell, là, donc sur l'histoire des Chinois qui mangeaient pas de viande, qui sont en meilleure santé que ceux qui en mangeaient. Mais on montrait que ceux qui mangeaient du poisson, ils étaient en aussi bonne santé que ceux qui mangeaient pas ceux qui mangeaient totalement végétarien. Mais ça, c'était il y a 30 ans. Avec les Ah, poissons d'il y a 30 ans. oui, ben, oui, alors ça, malheureusement, quand j'entends l'information ce matin en France, c'était on a balancé plein de pneus dans les mers pour créer des sites pour les poissons Ouais. et tout, et on s'aperçoit maintenant que les pneus, Ils perdent leur. évidemment, Ouais. laisser comment dire, des substances toxiques. Ben, Bon, ok, bien sûr. je comprends, Pierrot, ouais, je comprends. Non, non. Et donc, il y a toute cette approche. De la même manière que au début du livre, j'essaie de dire, c'est quoi notre mode de vie et notre mode d'alimentation, entre guillemets, sur lequel notre génome est basé. Et c'est vrai que les populations, parce qu'on le voit dans l'analyse des eaux, etc., et puis même, ça fait des millions d'années qu'on est capable de cuire de la viande, des trucs comme ça. Mais c'est pas la même viande. Mais c'est C'est, pas la même, c'est c'est ça pas le la même problème. Ouais, viande ouais. qu'on mange aujourd'hui. C'est-à-dire que même une viande je sais pas, de gazelle qu'on chassait à l'époque ou de cerf, c'est 9% de gras. C'est pas le gras Alors, le problème. Mais enfin, non, mais l'image est intéressante. L'image est aujourd'hui, intéressante. c'est Ouais, 40 ou 50% mon Dieu. dans du bœuf. Alors, voilà, Et c'est un point de donc, départ non, mais, d'une réflexion. ouais. Et Bon, voilà. Non, 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 mais et c'est fascinant parce que là aussi, la question, c'est qu'est-ce que ça veut dire quoi être en bonne santé? Parce que, typiquement, nos ancêtres, il y a tellement on entend tellement de choses qui sont erronées, hein, dans tous les sens, hein. Chez les végétariens aussi, on entend des trucs qui sont des conneries, mais incroyables. Mais enfin, à la fin, ce qui compte, c'est qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui nous permet d'être bien. Mais effectivement, là, vous dites un truc très, très juste, c'est qu'il y a un moment dans le subconscient, on a vu qu'on joue avec le lapin ou le petit ouais, cochon, et d'un autre ouais. côté, on a le salami. Alors peut-être qu'au Mm. début on ne sait pas d'où vient le salami, mais quand on sait, puis forcément on doit savoir un moment, il y a un moment où ça fait, on se dit À mon mais... avis, oui. Et soit on À est mon capable de avis, rationaliser dans le mauvais sens qu'on fait souvent, c'est genre ouais mais bon, je suis en haut de la pyramide alimentaire, ce qui n'est pas tout à fait vrai, et on rationalise, et on se dit je m'en fous, ok, mais soit on rationalise du côté, à mon sens, et c'est ce dont je vais parler dans le livre d'ailleurs, éduquer, c'est-à-dire on se dit bon, alors qu'est-ce qui est
qu'est-ce qu'il y a l'éthique, il y a la survie. Entre les deux, il y a aussi qu'est-ce qui nous rend malade ou pas. C'est Et, ça. Ouais. et là, ben, c'est assez clair qu'il faut vraiment minimiser les apports en animaux parce qu'on n'en a pas besoin de beaucoup du tout, ou même du tout. Et puis surtout, c'est pas de la bonne qualité. Enfin, Non, mais je vous rejoins, Pierrot. Je vous enfin, rejoins. bref, donc voilà. Bon, on a papoté longtemps. Je suis désolé d'avoir pris votre temps. Non, 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 Je mais suis un merci, moulin à Pierrot. parole. J'ai vraiment merci beaucoup pour cet entretien.